Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Fringale, bienvenue pour un nouvel épisode, un nouveau numéro de Écrase les pédales. Aujourd'hui, un nouveau top 10 qui s'offre à vous, un top 10 avec peut-être beaucoup de déceptions, vous le verrez. Mais je n'en dis pas plus, à moins que vous ayez déjà lu le titre, bande de petits curieux. Avec moi aujourd'hui pour m'accompagner, eh bien, vous les connaissez très bien. L'équipe de rêve, l'équipe de choc, la première personne que je vais vous présenter ce soir, c'est celui qui prend le vent quand on est sur une portion bien roulante, c'est Loïc. Loïc, comment tu vas? Bah écoute, ça va super. On profite de l'hiver pour faire des bornes et puis faire des jolis top 10, réfléchir à ces beaux espoirs et voir à quel point on a été déçus dans le temps. Donc j'ai hâte de faire ces écrase les pédales et j'espère qu'on va bien rigoler avec tout le monde. Exactement, Loïc. Eh bien, on verra si on rigole. En tout cas, tu as déjà un petit peu parlé de ce top 10, mais avant ça, le suivant, le chroniqueur suivant, eh bien, c'est celui qui est derrière, qui se protège du vent derrière ses coéquipiers, mais qui est toujours prêt à placer la bonne attaque au bon moment. Toujours premier en haut des côtes, c'est Titien. Titien, comment tu vas? Salut Poppy, salut Lolo, salut tout le monde. Écoute, ça va. Malade, c'est la saison, maladie qui dure. Donc, je me suis protégé du vent derrière Lolo, mais malheureusement, je me suis pris un coup de bordure et voilà, le froid a eu raison de moi. Et puis la Scoumoune a continué, puisque hier, je suis allé faire une belle sortie. Et évidemment, j'emmène une seule chambre à air de rechange et deux crevaisons pendant la sortie. Voilà, Aïe, donc aïe, aïe. voilà comment ça se passe en ce moment. Donc, on essaie de s'accrocher l'année finie dans le dur. Ah, Titien, j'espère que tu ne seras pas comme l'un des 10 que nous allons voir aujourd'hui dans ce classement. Parce que vous l'avez lu sur le titre, on va parler aujourd'hui des espoirs déchus ou des déceptions, comme vous voulez l'appeler, chers chroniqueurs, pardon, ce soir, et chers auditeurs et auditrices. Les espoirs déchus, on avait fait il y a quelques mois un top 10 sur les étoiles filantes. C'est pas vraiment la même chose, c'est un petit peu différent. Les étoiles filantes, on parlait plus de personnes qui avaient brillé sur une course ou alors sur une période assez courte. Là, Espoir déchu, c'est vraiment des coureurs qui ont été performants durant une année, sur lesquels on avait beaucoup d'attentes, qui ont fait des gros résultats également, mais c'est des coureurs sur lesquels on avait de l'attente justement, et qui finalement n'auront jamais confirmé ces attentes. Et des coureurs comme ça, on en a vu beaucoup au fil des années, n'est-ce pas, Titien? Ouais, c'est ça, bah voilà, exactement. Ces coureurs qui sont arrivés en pro et on s'est dit, oh là là, ça va être des cracks ceux-là et qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et effectivement, ils ont vite montré que ça allait être des cracks et on s'attendait à des carrières de folie. Et finalement, en fait, quand on voit comment ça évolue, on se dit, ah, il y a eu un petit problème quelque part. Donc voilà, effectivement, je pense que le terme espoir déchu, c'est bien ça. C'est les mecs, on s'attendait pas forcément que ce soit Pogacar, mais en tout cas, on s'attendait que ce soit des cadors, en tout cas qu'ils aient une carrière digne de ce qu'ils avaient proposé, de ce que c'était annoncé finalement vis-à-vis de ces coureurs, et ça a jamais été le cas. Donc voilà de quoi on va parler ce soir. Loïc, j'imagine que tu as eu beaucoup de déceptions de coureurs et arborer un top 10 comme ça avec voilà, des espoirs déchus, forcément il y a du regret, aussi bien en tant que spectateur ou suiveur de vélo qu'en tant que coureur professionnel. Moi je trouve qu'il y a tellement de gâchis là-dedans. Il y a des gens qui n'ont pas eu de chance. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment. Alors Loïc qui a des petits soucis de micro, mais ne vous en faites pas, il est toujours avec nous, il est bien là. Enfin, Ah bah des voilà, problèmes Loïc, vas-y. physiques, quoi. Enfin, Vas-y Loïc, vas-y. mon wifi saute. Ouais, Mais pas du de coup, je souci. disais, oui, c'est le problème, il y a deux catégories. Donc, il y a ceux qui ont été blessés et ceux qui n'ont pas assez travaillé. Et je sais pas, les deux on me porte malheureusement des espoirs, et sont déchus. Mais j'ai quand même enfin, ils sont tous les deux catégorisés de la même façon, mais j'ai quand même un peu plus de mal avec ceux qui travaillent pas, quoi. Ouais, je comprends ça qu'il y a plusieurs manières d'être un espoir déchu. On va en parler rapidement puisqu'on va entrer dans la zone de collecte, hein. Je vois les panneaux publicitaires au loin qui nous indiquent qu'on va pouvoir déposer nos bidons et puis nos emballages. Mais c'est vrai que voilà, on peut avoir différents cas pour devenir un espoir déchu, entre guillemets, hein. Guillemets sur le mot devenir. Mais voilà, un blessure, manque d'entraînement, ça peut être aussi un décrochage mental complet. Voilà, il y a beaucoup de circonstances qui font que bah, certains coureurs n'ont pas réussi à atteindre les attentes qu'on avait sur eux.
Messieurs, nous arrivons dans la zone de collecte, la fameuse, la célèbre. Titien, si tu veux commencer, peut-être à nous donner un nom qui n'a pas été dans ton top 10, mais qui franchement mérite d'être mentionné. Ouais, bah, dans ma zone de collecte, Enric Mas, Oh, l'Espagnol que j'ai pas monté dans mon top 10, qu'aurait pu y être, mais on l'avait déjà mis dans, il me semble, hein, on l'avait mentionné dans l'émission des losers, et en fait, il a mm. plus cette notion-là pour moi. Enric Mas, c'est quand même au moins trois top 2 de la Vuelta. Donc, moi, là où je suis déçu sur Enric Mas, c'est plus que faut se souvenir que c'est un coureur qui est. On l'associe souvent à ce coureur sans punch, un peu en galère dès que ça accélère. Et enfin, Enric Mas, quand il était jeune à la Quick Step, bah, c'était un très très bon puncher. Faut se rappeler qu'il tape l'avant-dernière étape du Giro 2018, où il finit d'ailleurs deuxième chez Quick Step, en battant au sprint Miguel Angel Lopez, qui n'était pas un peintre sur les arrivées au sommet. Donc Enric Mas, moi je pensais vraiment que ce serait un grimpeur puncher très très fort. Et finalement, il s'est un peu enfermé depuis cette image finalement du mec. Toujours là, mais toujours derrière les plus forts, sans punch, etc. Donc voilà, je ne l'ai pas rentré, mais il tape à la porte. Loïc, est-ce que toi tu en aurais un? Parce que c'est vrai qu'Henrik Mas, bon voilà, on a entendu, mais je suis d'accord avec toi, Titien. Moi je te rejoins sur le côté. On a quand même un coureur qui reste performant et qui finalement a toujours été moins fort que les autres, Voilà, mais il est quand même très performant. oui, voilà, il fait quand même des bons résultats, hein. Il y a des top 2, il est souvent placé à l'avant des courses. Et voilà, c'est juste un coureur qui est en manque de résultats, comme beaucoup arrivent, mais c'est pas forcément un espoir non plus déchu. Il n'a pas disparu du jour au lendemain, Henrik Mas. Il est quand même assez performant. Loïc, tu aurais un coureur, toi, qui pourrait rentrer justement dans cette zone de collecte des espoirs déchus? Dans ma zone de collecte, moi j'ai mis TJ Van Gardere, qui était donc un espoir pour la BMC, un États-Unien qui avait été très très bon sur des courses par étapes d'une semaine, comme le Tour de Californie, et qui avait fait vraiment je me souviens en fait de l'avoir vu dans des sortes de vidéos compiles d'espoir, etc., de très bonnes étapes. Et en fait, finalement, il n'a pas fait grand-chose en fait dans sa carrière. Enfin, je sais pas, il était annoncé comme le prochain Armstrong, Lemont, par beaucoup d'États-Uniens, et puis finalement, il a rien confirmé. Donc, je sais pas, il a jamais été bon sur 3 semaines. Il a abandonné sur plusieurs générales. Je crois que sur le Tour en 2015, il était arrivé troisième, enfin il était troisième et puis il abandonne. Donc c'est quelqu'un qui a pas confirmé et pas grand-chose. Donc je sais pas s'il était quelque part pour vous. Ouais, moi je l'ai rentré dans mon top 10, Van Garderen. Ouais, zone de collecte aussi. Et bah très bien. Très bien, très bien. Moi, messieurs, je peux vous parler de qui? Je l'ai pas mis dans mon top 10, mais j'y ai pensé. Alors, c'est pas forcément espoir déchu, mais j'avais pensé à Thibaut Pinot parce que bon résultat. On a une victoire sur le Tour en 2012, je crois. Et puis derrière, Ah, mais moi il est dedans. ah, il est Ah, dedans? moi aussi. Ok. Ah, moi, je l'ai pas mis Ah parce moi il est très que. haut. Il est Ah très ouais, haut non, dans le moi, il classement. est pas très très haut, mais Ok. il est dedans. Moi, je l'ai pas mis parce que, Moi en il est fait, dedans. quand même, Ouais. il y a du bon résultat sur des années. Et c'est un coureur qui fait son premier résultat en 2012. Et d'ailleurs, on le retrouve quand même en 2019. Il gagne aussi un Tour de Lombardie. Et en fait, on a quand même une longue période où Thibaut Pinot, il reste dans le peloton professionnel. Ça reste un coureur de haut niveau. C'est plus un coureur qui, pour moi, a une carrière en dents de scie. Et en fait, il n'y a pas un moment donné où il s'est complètement éteint. Donc, du coup, j'ai du mal à le faire rentrer en tant qu'espoir déchu. Puisqu'entre sa première victoire et ses grosses performances, il y a quand même 8 ans qui se passent, et en 8 ans, le gars, il n'a pas disparu complètement de la sphère cycliste. Donc, j'ai eu du mal à le rentrer par rapport à ça, mais franchement, il a été 10, il a un moment, il a été 3, voilà, il a beaucoup bougé dans mon classement, mais Thibaut Pinot, ouais, finalement, je l'ai pas rentré dans mon classement. Moi il est très haut personnellement parce que Bien. je pense il y a ce côté où en fait il y a l'espoir. Enfin justement c'est là pour moi la définition de l'espoir déchu, ça peut être aussi les énormes attentes en fait qui arrivent. Enfin, je trouve que le fait d'avoir fait un top 3 sur un grand tour, etc., et après ne rien faire, enfin, pas ne rien faire après, mais ne pas confirmer en classement général, ça fait que ça monte très vite, en fait, dans les classements pour moi, en Ouais, fait. je comprends. Je comprends. Eh bien, on en reparlera de Thibaut Pinot. Est-ce que vous avez mis quelqu'un d'autre en zone de collecte dont vous avez envie de parler? Euh, Moi, il tape à la porte aussi Lilian Calmejane, Ah, dont on se souvient les espoirs avec cette victoire sur la Vuelta 2016, suivie d'une victoire sur le Tour de sur France le tour, ouais. 2017.
Donc Lilian Kelmejan, il est arrivé très très fort, ce talent en puncher, baroudeur puncher, et puis en fait, plus rien. Plus rien, si c'est pas mal de frasques médiatiques, on va dire. Mais voilà, donc non, pour moi, Lilian Kelmejan, après, j'ai des noms qui sont un peu plus ronflants et je le fais pas rentrer, mais honnêtement, de base, quand j'avais fait mon top 10, j'ai rapidement pensé à lui. Donc il est aussi très très haut dans ma zone de collecte, il tape vraiment à la porte du top 10. Très bien. Loïc, tu aurais un autre nom à rentrer ou pas? Non, c'est bon. Ok. Ça me paraît pas mal. Moi, j'ai envie juste de parler parce que j'aime beaucoup ce coureur, tout comme d'habitude. Pierre Rolland aurait pu rentrer dans mon top 10, mais voilà, c'est cette victoire sur le Tour 2011 qui le révèle. Meilleur jeune du Tour, il bat à la pédale Contador, etc. Et derrière, voilà, c'est un coureur qui finit sa carrière sans maillot à poids. Il n'y a pas vraiment une baisse de niveau chez Pierre Rolland. Il y a une quatrième place sur le Giro aussi. Voilà, mais c'est pas, je le rends pas parce que pour moi, il n'a pas non plus été ce crack tant attendu. Je pense que les médias en ont beaucoup fait autour de lui, mais qu'il n'avait pas forcément ce niveau-là. Et voilà, intrinsèquement, je le rentre pas parce que c'est pas un coureur forcément que quand on l'a vu arriver, qu'on s'est dit, oh là là, c'est bon, Pierre Rolland, ça va gagner des grands tours, ça va jouer les podiums, des classements généraux à chaque fois, etc. Pas, franchement, je l'ai pas ressenti comme ça. Donc Pierre Rolland, très bon coureur, mais plus un chasseur d'étapes, c'est ce qu'il a fait dans sa carrière. Il y a une quatrième, il y a un top 5 sur un grand tour. Voilà, c'est un coureur qui, mine de rien, a quand même répondu aux différentes attentes et qui a jamais été vraiment décevant, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, j'ai pas pu le rentrer par rapport à ça. Moi, j'ai un Mm. dernier nom en nos zones de collecte. Vas-y. J'ai mis Mikel Landa. Ah, tu l'as mis. Mais surtout parce que Landa, en fait, sur le Giro 2015, c'est là où il est révélé. Mm. Il est trop trop fort, hein. Il tape 2 étapes. Il est bien supérieur à Contador en montagne. Et moi, à ce moment-là, sur ce Giro 2015, je me suis dit, putain, on tient un grimpeur, mais c'est le meilleur grimpeur du monde. Là, Contador, il est ringardisé en montagne. Surtout que Landa, il enchaîne avec une victoire d'étape magistrale sur la Vuelta, sur l'étape reine de la Vuelta 2015. Et ensuite, bah, je trouve que la carrière de Mikel Landa, finalement, il aura jamais su retrouver ce niveau. Il piétinera un peu toujours. Déjà, il passera par plein d'équipes différentes, ce qui est pas trop bon signe à mon sens. Et voilà, et après, alors Landa, c'est comme Enric Mas, hein. Il y a des palmarès, il y a des podiums de grand tour, notamment sur le Giro, quatrième du tour pour 2 secondes derrière Bardet. Mais voilà, Landa, il n'aura jamais vraiment confirmé cette explosion qu'il aura eue sur une année. Derrière, il aura été très régulier, mais voilà, régulier plutôt dans les seconds couteaux, on va dire, de grand tour. Donc voilà. Mais encore une fois, gros palmarès constant, en fait, constant. Donc, il aurait pu faire partie des losers, par exemple, de l'émission qu'on avait faite. Donc, pareil, un mec qui tape à la porte. Et un dernier nom que j'avais, que j'ai pas mis, parce que pas assez ronflant, mais Romain Sicard. Je sais pas si vous vous souvenez de Ouais. ce Français qui Explo- était il était balèze champion en du monde espoir. espoir, hein, en 2009, c'est ça. Ouais. Et bah, qu'on annonçait comme un crack, hein. Mm. Et puis en fait, il y a eu une bonne première année chez Euskaltel en 2010. Et puis en fait, il n'y a jamais plus rien vu derrière. Donc voilà. Après, le nom est pas hyper ronflant et on l'a pas mal. Je pense que pas mal de gens qui écoutent l'émission ont peut-être oublié Romain Sicard. On n'en a peut-être même pas entendu parler. C'est parce que finalement, il n'y a même pas eu de confirmation chez les pros de ce qu'il avait montré chez les espoirs. Donc, mais voilà, il est quand même dans Oui, c'est mon une top étoile 10. filante du coup ou pas? Parce Euh, que, ah, parce que non, moi, en parce fait, qu'en fait, justement, par exemple, Pour ouais, moi, je c'est pas sais une pas, étoile il y filante. avait il y avait un coureur vraiment, par exemple, à la Padoune, tu vois. Un Padoune, tu vois, je sais pas si il rentre dans cette Ah non, définition. Padoun, c'est une étoile, C'est- c'est une étoile filante, ça. C'est Oui, oui, c'est une un. étoile filante, oui. Sicard, chez les jeunes, il était ultra fort. Non, enfin, En espoir, aujourd'hui, ouais, il y avait beaucoup d'attentes, hein. tu te dis pas Paul Sexas, d'un coup, dans 2 ans, on n'entendra déjà plus parler. Donc Romain Sicard, c'était peut-être pas au niveau de Paul Sexas, mais c'était champion du monde espoir. Il était hyper fort chez les espoirs. On l'attendait comme un crack chez les coureurs pro, parmi les grimpeurs, et en fait, il a jamais rien fait. Donc non, à Padoun, c'est Padoun ou Oliver Zog, c'est un peu des no-name qui ont eu 1 ou 2 journées. Enfin voilà, c'était plus ça les étoiles filantes. Hmm, hmm. C'est vrai que Romain Sicard en espoir, c'était quand même assez fort. Bah écoutez, messieurs, on peut aller dans le top 10, hein, on peut quitter cette zone de collecte et rentrer directement dans le top 10. Je vais te laisser la main, Loïc, pour commencer. Évidemment, la 10e place, vous savez, c'est souvent un peu la wild card, c'est souvent un petit peu le coureur de cœur qui peut rentrer dans le top 10 et qu'on fait rentrer. Voilà, ça va être un petit peu des fois la surprise. Est-ce que ce sera une surprise pour chacun? On verra. Loïc, qui as-tu mis en 10e position? En fait, moi, j'ai hésité pas mal, mais en fait, à la fin, en fait, c'est vraiment la définition de l'espoir déchu pour moi.
mais c'est juste que je l'ai vraiment pas du tout assez suivi dans sa carrière pour que ça me marque personnellement. Je pense Mm. qu'il y a vraiment cette empreinte personnelle en fait dans mes top 10 aussi. Et du coup, bah, moi, Amalie Diderki Eriksson, la danoise en fait, qui gagne le championnat du monde sur route à 20 ans en 2016, bah, en fait, elle était excellente, elle a été excellente chez les sports, etc. Et en fait, elle confirme pas du tout chez les professionnels. Bah, elle était annoncée comme ultra forte sur les classiques, etc. Et bah, en fait, elle a rien fait dans sa carrière. Elle est plutôt bonne sur piste, hein, mais elle a pas du tout confirmé. Ça, c'est un poids extrêmement. Enfin, c'est un énorme poids de porter le maillot de champion du monde, et surtout quand on est aussi jeune. Elle aurait pu vraiment être dans le top 3, mais c'est juste que je l'ai pas du tout vu courir. Et en fait, c'est en faisant ce top 10 que j'ai regardé en fait sur Internet et je me suis dit, ah oui, mais en fait, elle a fait ça. Du coup, elle aurait pu vraiment être au-dessus, mais comme je l'ai pas énormément vu, bah, je peux pas la mettre au-dessus, quoi. Titien, est-ce que tu l'as rentré dans ton top 10? Non, j'ai pas rentré dans mon top 10. Alors, j'avais complètement. Elle fait que de la piste maintenant, hein, il me semble. Ah non, elle fait aussi de la Ah route. si, Alors, non, je elle est loupe. chez Koff, ouais. Ouais, Elle est bon, bah écoute, chez Koff, en voilà. fait. Mais à Mais l'époque, je me souviens bien elle de gagne ces rien. championnats du monde au Qatar où elle bat la grande favorite Kirsten Wild à l'époque. Grosse surprise et effectivement, derrière, j'en ai. Alors, honnêtement, j'ai l'impression de plus jamais en avoir entendu parler derrière sur sa carrière sur route. Donc, ça, effectivement, elle avait tout l'avenir devant elle. Elle battait la meilleure sprinteuse du monde à l'époque. Et puis finalement, bah, voilà. Enfin, la preuve, pour quand même suivre le cyclisme féminin et plus trop la suivre, c'est qu'à mon avis, vraiment, elle a plus fait grand-chose. Donc, mais c'est cool, Loïc, parce que j'aurais jamais pensé. Ouais, pareil. Mm. Loïc, Bah, bon choix. c'est pour ça qu'elle est aussi basse dans mon classement. C'est parce qu'en fait, j'ai vraiment vu ce truc. Je me suis dit, putain, mais elle est passée où cette coureuse? Et en fait, elle a vraiment rien fait. C'est la disparition la plus totale. Elle gagne des trucs un peu nationaux. Elle fait le Tour de France avec Koff, hein, mais elle a gagné au Portugal cette année, au début d'année, chez les féminines. Mais c'est pas du tout ce qu'on aurait pu avoir au vu de son début de carrière. Donc c'est vraiment un espoir déchu total. Mais c'est juste que je la mets pas plus haut, bah, comme je l'ai dit, c'est que je l'ai pas. Enfin, elle est un peu oubliée, quoi. J'allais dire, là, on est clairement dans le thème espoir déchu, quoi. C'est vraiment, t'as des attentes et derrière, il n'y a pas de Mm. confirmation. C'est super dur. Et je pense qu'en tant que coureur, tu vois, quand tu vis ça, ou coureuse, Ça va c'est être horrible. c'est super dur, ouais. Ça doit être vraiment horrible de pouvoir se relever. Et je pense que c'est un effet boule de neige aussi. Titien, qui nous as-tu mis en 10e place? Ouais, juste Loïc, c'est cool Vas-y, que tu pardon. parles des femmes parce que moi, je me rends compte que j'en ai pas mis dans mon classement. Mm. J'avais pensé, et d'ailleurs, était en zone de collègue, j'ai oublié à mentionner à Cécilie Uttrup-Ludwig. Ouais. Un peu sévère, hein, Ah je pense, oui. mais bah, tu Mm. l'as pas mis, Loïc? Non, non, elle est pas dedans. Mais en fait, c'est ma seule femme. Mais après, j'aurais Voilà. pu en mettre beaucoup d'autres, hein, parce Oui, que oui. il y a notamment une Italienne de la FDJ qui donnait beaucoup d'espoir à un moment. Oui, Mm. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, on va rester dans le thème FDJ puisque alors j'ai fait une Loïc, j'ai triché et voilà Il les a mis Ah, là! Il et les a mis là! j'ai mis deux coureurs en même temps. Il Voilà, les a j'ai mis mis le là! duo, j'ai mis notre cher duo Thibaut Pinot, David Gaudu en 10e position J'ai mis ensemble. Gaudu en 10 aussi. En fait, je pense que tu fais ça entre podcasteurs internationaux. Je suis pas sûr qu'ils les mettent, quoique Thibaut Pinot possible, mais je suis pas sûr qu'ils mettent David Gaudu. Mais notre prisme franco-français fait que bah voilà, on a suivi ces deux coureurs de la Groupama EDJ pour ce qu'ils pouvaient nous apporter au classement général. Thibaut Pinot qui est arrivé très très tôt en 2010, je me souviens de lui déjà sur le Dauphiné, il était virevoltant en montagne. Et puis en 2012, les premiers vraiment gros souvenirs avec ce Tour de France, cette victoire à Port-Entruy. Voilà, donc à partir de là, la carrière était lancée. Pour autant, est-ce que vraiment, enfin, en fait, je peux prendre le truc inverse en me disant, Thibaut Pinot 2019, c'est un peu un ovni qui soit à un tel niveau en montagne. Le reste de sa carrière, c'était un très 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 bon grimpeur, quand témoigne cette période fin 2018 jusqu'au Tour de France 2019, c'est son prime. Mais ce prime, il a été court et des fois, j'ai l'impression on prend un peu le truc inverse en se disant, ah là, Thibaut Pinot, il n'a pas gagné le Tour de France alors qu'il était destiné, il aurait dû le gagner, etc. Mais son niveau de 2019, il était plutôt exceptionnel qu'autre chose. Mm. Donc, je veux pas le mettre trop haut parce que euh, c'est pas Thibaut Pinot en début de carrière où je me suis dit, il va forcément gagner le Tour, il va tout gagner, etc. Il avait des très bons résultats, il avait aussi beaucoup de failles.
Donc voilà, je pense que c'est un peu un prisme franco-français et même si évidemment en termes d'émotion, c'est là où j'ai eu ma plus grosse déception, de par rapport à une victoire sur le Tour de France française et puis, bah, David Gaudu, c'est pareil, je pense que je sais pas s'il le mérite vraiment, mais tu vois, en témoigne encore sa Vuelta de cette année 2025. Bah, qui est un des moments de l'année, hein, pour moi, en termes d'émotion, où d'un coup tu dis: «Putain, mais il va gagner la Vuelta, il est trop fort». Il bat Vingegaard au sprint, il bat Pedersen au sprint, un jour après avoir déjà Gagner la failli gagner Vuelta face quand à même. Vingegaard et Ciccone et puis ensuite il disparaît et on en réentend. Franchement, je pense qu'ensuite on l'a plus vu une seule fois de la Vuelta et pourtant il Mm. a terminé la course, mais il était donc voilà, ça reflète bien un petit peu la carrière de David Gaudu qui est, pleine d'espoir à des moments comme ce Paris-Nice 2023. Le gars ferraille quand même Ouais. avec Pogačar et Bah, il Vingegaard, fait c'est une craquer folie. Vingegaard, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est un et puis ensuite, bah, il y a plus rien. Il fait quoi? 9e du Tour 2023 en loin derrière en second couteau. 2024 sur la première étape du Tour, David Gaudu, il craque alors qu'il y a un peloton de 100 coureurs encore qui est enfin Ouais. voilà. Ça résume bien, un peu la frustration qu'on a pu avoir avec ce coureur, mais la dernière Vuelta, c'est typiquement synonyme de c'était l'espoir déchu de cette Vuelta. Moi, vraiment, le soir où il a gagné, je me suis dit: «Mais attends, mais c'est ce niveau et la fraîcheur qu'il doit avoir, mais il va jouer la gagne de cette Vuelta» et en fait, Pas du tout. pas du tout. On l'a plus vu. Donc, voilà, c'est parce que je suis français que je les rentre dans ce classement, je pense. Et après, chacun a son degré d'appréciation, mais des espoirs déchus, je les ai associés. Donc, voilà. 10e position, j'ai mis les deux. Écoute, ici, hein, j'ai mis David Gaudu également. Je vais pas en dire plus, hein, sur David Gaudu parce que pour moi, tu as déjà fait clairement le tour. Mais voilà, c'est ce coureur. En fait, on se dit, allez, ça va le faire. En fait, ça le fait pas. Allez, peut-être. Et en fait, non. Et voilà, il y a des pics, il y a des pics. Et bah, il y a jamais vraiment la. Il lui manque ce gros, gros résultat, quoi, cette grosse bataille à l'avant. Et c'est horrible pour David Gaudu. Il aura 30 ans. 30 ans l'année prochaine, en fin d'année prochaine, et il n'y a toujours pas vraiment de gros résultats, quoi. Voilà, on se satisfait actuellement d'une quatrième place sur le Tour en 2022 et puis de son Paris-Nice 2023, mais voilà, derrière, il est clairement en manque de résultats, alors que c'était un coureur qu'on attendait vraiment. Voilà, quand on le voit dans le Tourmalet en train de mettre les coups de pédale pour Thibaut Pinot, et qu'on le voit également gagner sur la Vuelta en 2020, on se dit, eh, quand même, là, on a potentiellement un gros grimpeur, un coureur en plus qui évolue dans une bonne équipe française qui était à l'époque, bah, à l'époque la FDJ, qui était une très bonne équipe. Mais voilà, c'est clair qu'il n'y a jamais eu cette vraie confirmation, mais c'est dur de le mettre plus haut aussi. Loïc, si tu veux dire un petit mot sur Bah, Godu et... moi, ils sont. Bah, Pinot et Godu, moi, ils sont plus hauts, Ok, honnêtement. bon, Parce que, bah, pour moi, Pinot, ça reste ma plus grosse déception cycliste pour l'instant dans ma carrière d'observateur. Donc, ça va être vraiment au-dessus. Et Godu, pour moi, pour les espoirs qu'il a donné aussi, c'est beaucoup plus haut, quoi. Enfin, pas beaucoup plus très haut, bien. mais deux trois places de plus, quoi. Eh bien, on en Mm. reparlera juste après alors. Eh bien, Loïc, vas-y, tu peux te lancer sur ton top 9. Donc mon neuvième, il va rentrer un peu dans l'actualité. Enfin, je sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'est Fernando Gaviria Oh là qui nous là. avait quand même gagné 4 étapes au sprint sur le Giro en 2017, il me semble, ou un truc comme ça. Il nous avait quand même gagné pas mal de trucs. Il Et en était fait, chaud, hein. bah, ouais, il était Il était chaud, mais fort. maintenant il est plutôt chaud en voiture, Ah j'ai ouais. l'impression, parce il s'est pris une interdiction de permis parce parce qu'il avait bu, je sais plus combien de Moscow Mule. Donc moi je l'ai appelé, dans mon classement il s'appelle Mister Moscow Mule, tu vois. Donc ça montre un peu la décadence du truc. Enfin il est chez Movistar, il a été plus que transparent. Là il part chez Cajarual 2 jours après cette sortie, enfin cette annonce, il est arrêté à Monaco pour excès de vitesse et je sais pas combien de trucs. Bon, c'est clairement le mode de vie qui a fait que ça marchait pas. Et puis il me semble que j'ai vu des déclarations de très bons coureurs qui disaient que sur un vélo c'était un talent immense, mais c'est juste que c'est le travail qu'il faut derrière, c'est beaucoup trop compliqué. Donc c'était un sprinter qui pouvait battre Sagan et Cavendish et maintenant bah c'est même pas un sprinter de seconde zone quoi. Et bah voilà. Donc c'est pour ça que je l'appelle Mister Moscow Mule. Je comprends. Je l'ai pas mis, Fernando Gaviria, j'ai mis un autre sprinter un peu plus haut. Mais clairement, ouais, Gaviria, je trouve que c'est dur, ça reflète un peu la réalité de ce que c'est être sprinter, tu vois. C'est difficile de s'affirmer des fois dans les sprints. Tu peux vraiment passer pas loin avec une chute ou quelque chose comme ça, ou un changement d'équipe, etc. Et je trouve que le monde du sprint est vraiment très très dur pour rester au haut niveau très longtemps. Il y en a très peu qui ont réussi à faire ça. Et voilà, hein, finalement, être dans un sprint quand tu finis cinquième, c'est comme si tu étais invisible, hein. Donc clairement, c'est difficile d'être dans ce milieu-là.
Titien, c'était un mot à dire sur Fernando Gaviria? J'en reparlerai. Très bien. Eh bien, écoute, Titien, tu peux y aller pour ton neuvième. Oui, bah, il court actuellement toujours, même si on le voit beaucoup moins que ce qui était annoncé à une certaine époque. C'était un Britannique qui court à la Soudal, Ethan Hayter, en neuvième Oh. position. Ah, Oui, c'est alors pas Ethan bête, moi Hayter, j'ai pas pensé. ouais, c'est pas un coureur majeur du cyclisme. Enfin, c'est un très bon coureur, Ethan Hayter. Mais il faut se souvenir de ce que c'était en 2020-2021. Hayter, il est annoncé comme un des très très gros espoirs, notamment au niveau du sprint britannique. C'était vraiment un pur sprinter chez les espoirs à ses débuts. Il arrive chez les pros. Enfin, déjà en 2020, il fait quand même une première bonne saison, même si évidemment c'est une saison qui est un peu contrastée parce qu'il y a la moitié de la saison qui est prise avec le Covid. Mais du coup, en 2021, Ethan Hayter, il s'illustre assez tôt. Il est tout jeune, hein, il fait troisième du chrono de l'Étoile de Bessèges. Sur la semaine Coppi Bartali, il est quatrième du général. Voilà, sur le Tour de l'Algarve, il remporte encore une étape. Voilà, il remporte une étape à la Ruta del Sol. Et surtout, ce qui se passe en 2021, c'est qu'Ethan Hayter, qui était annoncé comme un crack du sprint, il gagne sur des profils très très vallonnés. Il gagne notamment sur des ascensions, notamment sur le Tour de l'Algarve. Il finit quand même deuxième du Tour de l'Algarve en s'imposant notamment à l'Alto de Foya. Donc vous savez, c'est l'arrivée traditionnelle du Tour de l'Algarve, voilà, où souvent des punchers grimpeurs s'imposent. Bah lui, voilà, il vient taper des grimpeurs, des Henao. Tiens, il y avait Nicolas Prodhomme dans ce final, je ne me souvenais plus, mais voilà, des Elie Gébert, des Ivan Sosa, etc. Donc voilà, Ethan Hayter, petit à petit, on voit qu'il a une pointe de vitesse. Il fait quatrième de la Bretagne classique. Il est deuxième du Tour de Grande-Bretagne après avoir gagné deux victoires d'étape. Donc voilà, c'est quand même, il est déjà dans le top 10 des championnats du monde du contre-la-montre, donc il est très 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 fort. Je me souviens d'une étape de la Ruta del Sol en 2021 où genre ça finit vraiment au sommet un mur de 1 km à 10% pavé. Et Ethan Hayter, il y a plein de grimpeurs dans son groupe et il les lâche tous. Donc voilà, cette année-là, il s'annonce vraiment comme un crack. Il confirme totalement en 2022. Il est notamment quatrième des chronos des championnats du monde. Il remporte le Tour de Pologne. Alors, le Tour de Pologne, c'est pas la course où ça grimpe le mieux, mais quand même, il y a pas mal de vallons. Course sur Il le est tour quand troisième même, du hein. chrono et voilà. Et à la fin, ça fait une course World Tour pour lui. Voilà, il fait des accessibles sur le Dauphiné. Il remporte encore pas mal de courses, notamment un sprint sur le Romandie, le prologue du Romandie. Donc, il monte en puissance Ethan Hayter, même si voilà, c'est pas encore sur les plus grandes courses. Il s'affirme et à partir de la saison 2023, ça va commencer déjà à devenir assez inconstant. Il gagne seulement deux trois étapes, mais il gagne encore, on va dire. Il gagne sur le Pays Basque, il gagne sur la Romandie, mais sur les grands rendez-vous, il est quand même assez absent. Et sur ces deux dernières saisons, voilà, Ethan Hayter, c'est. Alors oui, c'est un coureur qui excelle maintenant dans le contre-la-montre. Il me semble qu'il fait quatrième cette année des championnats d'Europe du chrono. Il remporte plusieurs chronos au cours de la saison. Mais par rapport à ce qui était annoncé il y a quelques années, quand il est arrivé chez les pros au sprint, il fait plus les sprints massifs. En chrono, il est là, il est dans le top 5 mondial, mais il n'arrive pas à percer et atteindre un podium de championnat et de championnat du monde notamment. Et finalement, on s'était dit, mais alors lui en montagne, sur les courses vallonnées, etc. Et on le voit plus du tout. J'ai l'impression qu'il a pris quelques kilos et que maintenant, dès que ça grimpe, il est en difficulté. Donc voilà, c'est quand même un bel espoir déchu britannique, Ethan Hayter. Alors, sa carrière n'est pas finie. Mais vu ce qui était annoncé il y a 5 ans et vu ce qu'on a aujourd'hui, bah, je trouve ça quand même très très décevant, moi. Et je trouve que c'est un nom dans le peloton. Ethan Hayter, c'est quand même un mec voilà, qui a un peu de réputation. Et si on regarde ce qu'il fait depuis 2 3 ans, bah, on voit vraiment qu'il est connu parce que finalement, c'était un grand, grand espoir britannique. Donc voilà, je l'ai mis en 9e position de mon classement. Ok, eh bien, écoute, je comprends Ethan Hayter. Il y a plein de noms, hein, quand tu vois, quand tu les dis, moi je l'ai pas mis non plus, mais c'est vrai qu'Ethan Hayter, c'est un coureur que, quand tu le vois maintenant faire les résultats qu'il fait, tu peux pas penser qu'il y a quelques années en arrière, c'est un gars qui était attendu à un niveau beaucoup plus gros, tu vois. Et c'est ça aussi la caractéristique d'un espoir déchu, c'est que c'est des mecs, quand on dit les noms aujourd'hui, on se dit, ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'est un coureur dont on entendait parler et sur lequel on avait beaucoup d'attentes. Et aujourd'hui, enfin, c'est pas un no-name non plus, hein, Ethan Hayter, mais voilà, c'est pas le Il est, coureur qui il est- est. il est quand même très bon il est quand même très bon en Oui, contre-la-montre oui, et c'est devenu sa qualité principale. Et après, c'est Il fait vrai qu'à plus que part les ça, hein. contre-la-montre, tu le vois, bah, tu le vois nulle part. Sur le Tour de Hollande, tu le voyais cette année, tu disais il va gagner le classement général. Si, vu les espoirs qu'il y avait, c'était plus que le Tour de Hollande qui devait gagner, quoi. Mm. Non, mais c'est clair. Il abandonne d'ailleurs.
C'est clair qu'Ethan Hayter, moi je suis d'accord avec toi, Titien. Moi en 9e, j'ai mis un de ses comparses, j'ai mis un Britannique aussi, j'ai mis le bon Peter Kino. Espoir du contre-la-montre britannique, c'est un gars qui remporte les championnats de. Il est champion de Grande-Bretagne sur route en 2009. Ensuite, en 2010, deuxième sur route, donc en Grande-Bretagne toujours. Troisième du chrono de Grande-Bretagne en 2011. Et en fait, ensuite, il va gagner 2 années de suite les championnats de Grande-Bretagne sur route. C'est un coureur qui est très performant, qui vient de la piste, hein, qui ensuite switch sur une saison complètement route à partir de 2013. Et c'est un coureur sur lequel on a quand même pas mal d'attentes, ce qui est en chrono. C'est un très très bon rouleur, Peter Kino, qui va devenir aussi par la suite allié avec. Enfin, allié. La phrase, enfin le mot est peut-être pas très bien choisi, mais en tout cas coéquipier et lieutenant de Chris Froome. Et en fait, bah, finalement, ça va commencer à diminuer petit à petit. Il va jamais réellement confirmer. Ça gagne des premières étapes de. On se souvient, Critérium Dauphiné 2015 par exemple. Il y a aussi la. Même année, Tour de Romandie, première étape. Enfin voilà, c'est un coureur qui va être performant sur des chronos. Et puis en fait, bah, il n'y aura pas d'autres résultats majeurs. Il n'y aura pas forcément de championnat du monde. Aux Jeux Olympiques, pardon, c'est seulement en poursuite qu'il y aura un titre. Voilà, c'est un coureur sur lequel on attendait beaucoup plus en termes de contre-la-montre. Et derrière, surtout, il y a ce côté. En 2019, il vient un peu stopper sa carrière complète. Voilà, c'est un gars qui aura été très très fort en espoir, très très fort en tant que jeune, sur lequel on a amené beaucoup d'espoir, ouais, tout simplement, quand il était dans ses jeunes années. En 2011, quand il fait troisième des championnats de Grande-Bretagne du contre-la-montre, il est derrière Bradley Wiggins que je ne me trompe pas, Bradley Wiggins j'ai oublié ensuite, et Geraint Thomas, pardon. Donc ils sont quand même des très très gros rouleurs, enfin, des mecs qui étaient vraiment des professionnels dans le contre-la-montre, etc. Aussi anciens pistards. Et en fait, Peter Kino, bah, finalement, il a un peu disparu comme ça petit à petit. Il a jamais vraiment confirmé ses grandes prouesses et ses grandes aptitudes en chrono et en tant que rouleur. Et du coup, moi j'avais envie de le mettre quand même parce que, certes, on parle d'un spécialiste plutôt typé chrono, mais il y a des spécialistes chrono qui s'en sont beaucoup mieux sortis à l'image de gars comme Filippo Ganna ou même des gars comme Tony Martin, etc. Mais lui, Peter Kino, ça a jamais vraiment pris. Il a juste des titres nationaux et des étapes sur des grands tours, enfin sur des grands tours, sur des tours, sur des courses sur le tour, pardon. Mais ensuite, ça a jamais vraiment dépassé ça. Et puis il y a cette fin de carrière à peu avant ses 30 ans qui, pour moi, le faisait rentrer dans cette case des sports déchus. Oui. Oui, bah, J'avais du complètement coup, zappé. moi j'en ai surtout le Vous souvenir avez- du lieutenant de Chris Froome. Mm. Mais effectivement, ouais, il a jamais vraiment. C'était un bon grimpeur, mais qui a jamais vraiment percé chez les pros et qui évite retourner au statut qui est pas du tout indigne, hein, mais de coéquipier. Tout à fait. Loïc, si tu te sens, tu peux aller sur la 8e position. Oui. Bah, pour ma 8e position, les gars, vous m'avez fait changer d'avis. Oh, J'avoue que les classements se mélangent assez rapidement chez moi. Donc, on va dire que c'est quelque chose qui va. Je vais mettre, bah, comme je vais copier Titien, je vais mettre la doublette Groupama FDJ, Pinot et David Gaudion. On en a déjà beaucoup parlé, donc je vais pas vraiment beaucoup m'étaler là-dessus. Pour moi, Pinot, il méritait d'être au-dessus au niveau de ma déception, mais c'est vrai qu'il a quand même aussi énormément gagné. Il a confirmé sur beaucoup de choses. Mais au niveau de déception, c'est top 1 hein, pour moi, mais c'est personnel. Et David Gaudu, bah, c'est, enfin, il avait été exceptionnel sur les courses d'une semaine. Il y a cette 4e place sur le Tour, et après il y a aussi l'impression de l'extra sportif qui paraissait un peu chelou. Enfin, à la Groupama, ce qui s'était passé avec Arnaud Démare, c'était un peu bizarre. Et puis on se disait mais qu'est-ce qu'il fout Et justement, il y a cette impression d'espoir à chaque saison sur le Tour d'Oman au début de saison cette année. Je me disais ah bon, il va enfin être performant et puis finalement rien. Et c'est à chaque année c'est pareil. C'est la rebelote, mais ça va me permettre de placer un autre nom dans ce top 10. Donc j'en suis très content de faire cette doublette comme Titien. Merci de me laisser faire ça aussi, Titien. Titien, tu Ah, sers, avec plaisir. tu sers Loïc sur un plateau. Tout à fait.
Ok, ok, bah ouais, un Thibaut Pinot, David Gaudu, évidemment. C'est en tant que Français, comme tu as dit Titien tout à l'heure, je pense qu'à l'international, ça peut-être pas autant de bruit, mais en tant que Français, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'attentes sur ces deux coureurs et Thibaut Pinot, en termes de déception entre guillemets par rapport à ce qu'il pouvait nous apporter, c'est clair qu'il est forcément là. Titien, qui nous as-tu mis en huitième position? Un Italien, Filippo Pozzato. Oh, Euh, Pozzato, c'est un coureur un nom assez ronflant, hein. C'est un Italien alors qui a surfé entre surtout années 2000 et qui était encore, qui a duré finalement quand même jusqu'à 2018, hein. Donc il a eu une longue carrière, Filippo Pozzato, souvent connu parce que c'était l'Italien un peu rockstar, hein, très très classe sur son vélo. D'ailleurs, un des coureurs vraiment les plus classes sur. Et bah, Pozzato, il a rapidement percé, hein, d'ailleurs, c'était le plus jeune coureur du Tour de France 2004. Donc voilà, je crois qu'il avait 22 ans sur le Tour de France 2004. Oui, parce qu'à l'époque, quand on avait 22 ans, on était considéré comme un très très jeune coureur, alors que maintenant, on gagne des grands tours. Non, mais Pozzato sur le Tour de France 2004, très jeune, à la Fassa Bortolo. Donc il arrivait, c'était un des grands grands espoirs du cyclisme italien. Et puis, bah, il tape une victoire d'étape sur le Tour de France en Bretagne. Je me souviens très très bien de cette étape. C'était une arrivée en côte. Et tu avais un petit groupe de punchers qui s'étaient isolés dans le final. Je crois que tu avais des Echebarria, des coureurs comme ça. Et puis, non, et des Mancebo. Et c'est Filippo Pozzato qui vient coiffer sur la ligne tous ces coureurs expérimentés. Et là, bah, on s'est dit, voilà, il y a enfin, des vrais fantasmes, hein, sur Pozzato. Il a le look de rockstar. Il est dans l'équipe Quick Step avec Tom Bonnen. Voilà, il va tout gagner. Et puis, effectivement, bah, le succès arrive assez rapidement. Il gagne la classique de Hambourg en 2005. Classique de Hambourg, aujourd'hui, c'est une classique parmi d'autres. À l'époque, on se souvient. Alors, oui, je crois que c'était ça y est, la Coupe du Monde, ça s'est fini fin 2004, mais grosso modo, c'était une des épreuves de la Coupe du Monde, la classique de Hambourg. Donc, assez importante. Et puis surtout, bah, on arrive en 2006. Et en 2006, il gagne sûrement sa plus grande victoire, Milan-San Remo. Il sort dans le final, en fait. Il y a des il y a une grosse désorganisation dans le final sur la Via Roma à Milan-San Remo, et Pozzato, il sort à 500 mètres de la ligne. Il reprend les 2 échappés qui étaient devant, et en fait, il y a tellement plus personne pour emmener le sprint que Pozzato, il fonce jusqu'à la ligne et il remporte ce Milan-San Remo. Tom Bonnen qui est tellement heureux pour son équipier qui allait finir deuxième et qui lève les bras et qui se fait couper sur la ligne et qui finira finalement quatrième de ce Milan-San Remo. Et c'est ouf de se dire que c'était finalement la plus grande victoire de Filippo Pozzato et que derrière, il n'y a plus grand-chose. Alors, il y a encore une étape du Tour de France l'année d'après en 2007, mais une fois 2007 passé, Filippo Pozzato, ça va être vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué pour lui. En 2007, il y a aussi le Het Volk qui est maintenant le Het Nieuwsblad, mais ensuite, il restera plus grand-chose. Il y a un Grand Prix E3 en 2009, mais Pozzato, pendant beaucoup d'années, il aura été sur les classiques flandriennes sans vraiment succès. En 2009 notamment, c'était annoncé, il avait un niveau incroyable puisqu'il remporte le 3, on l'annonce comme un des grands favoris du Tour des Flandres. Et en fait, il y a un marquage de fou entre Bonnen et Pozzato, et c'est De Volder qui s'en va remporter la course. Et voilà, et Pozzato, il a souvent, sur Paris-Roubaix, ça lui a jamais vraiment souri, et il a souvent eu ce côté un peu pas de prise de risque. Pozzato, je fais le strict minimum, je reste dans la roue de mes adversaires. Je me souviens plusieurs finaux de Milan-San Remo où ça attaquait de tous les côtés, Gilbert, Cancellara, et à chaque fois, tu avais Pozzato dans la roue qui tuait toutes les attaques et qui gagnait jamais non plus au final. Donc voilà, il a souvent eu cette réputation. Et sa dernière grosse année à Pozzato, c'est l'année 2012, où là, il est quand même très 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 fort, Filippo Pozzato. On l'attend sur le Tour des Flandres parce que vraiment, au niveau du Grand Prix E3, etc., il suivait facilement Tom Bonnen. Et le Tour de Flandre 2012, effectivement, c'est sûrement possiblement le Tour des Flandres 2012. C'est la première édition du Tour des Flandres avec ce nouveau circuit là qu'on connaît encore aujourd'hui, qui est très très difficile. Avant, c'était le circuit qu'emprunte actuellement le Het Nieuwsblad avec le mur de Gramont et le Bosberg dans le final. Donc là, ce nouveau circuit est Pozzato dans la dernière ascension du vieux Quarmont, il fait exploser la course, et il met Bonnen et Balan qui ont été les deux seuls à pouvoir le suivre vraiment au supplice, mais ils arrivent à s'accrocher, et finalement, avec sa pointe de vitesse, Bonnen, il battra Pozzato sur la ligne. Et à partir de là, voilà, la carrière de Pozzato, il y aura plus grand-chose, si ce n'est une ou deux victoires sur des classiques italiennes. Donc voilà, au final, Filippo Pozzato, c'était voilà, un peu l'enfant chéri du cyclisme italien, ce coureur un peu rockstar, très 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 fort, qui a vite remporté très très jeune pas mal de succès, des étapes sur le Tour de France, Milan-San Remo, et puis ensuite une carrière finalement, quand on regarde aujourd'hui, on se dit mais il y a eu que ça. Tandis versus tout ce qui était attendu avec Filippo Pozzato. Donc moi, je l'ai mis en huitième position.
ça s'entend complètement. Tiens, je vais rien rajouter parce que t'en as déjà très bien parlé de Pippo Pozzato, mais clairement, ouais, il a sa place. Il a sa place ici. C'est clair que c'était un gars qu'on pouvait attendre. Et puis ce Milan-San Remo, tu l'as dit, c'était quand même assez exceptionnel. Loïc, est-ce que tu as envie de réagir sur Filippo Pozzato? Bah écoute, Titien m'apporte toujours de nouvelles choses à aller voir. Moi, je l'ai jamais vu courir, etc. Donc, je vais aller voir des replays, moi, personnellement. Ah, mais Fonce. regarde le Milan-San Remo 2006, le final, c'est fou quand même parce qu'il sort, enfin, il a fait quasi le coup du kilomètre, quoi. Oh, Balèze, bah, Pippo. voilà. Très classe en plus, comme coureur. Ouais, ah non, mais ça, c'était la Euh, classe. ouais. Une Euh, rockstar à l'italienne, quoi. Rockstar. Complète. Écoutez, moi en huitième, j'ai mis un autre spécialiste du chrono. Je les ai mis un peu au même classement. J'ai mis Taylor Finney ici. Tyler Finney, il faut se souvenir, voilà, pistard, un crack sur piste, hein, champion du monde de la poursuite. Après, il sera aussi champion du monde des États-Unis également en 3 années de suite. Et ensuite, il débarque sur la route à partir de 2011. Donc, il est super jeune, hein, il a 20 ans, 21 ans. Il remporte le prologue de l'Eneco Tour. Il fait aussi, il participe à Paris-Roubaix 2012, etc. Enfin, il amène quand même des bons résultats avec de l'espoir. Alors, il a que 21 ans, donc comme tu as dit, Titien, c'était un très jeune coureur à l'époque. Au JO 2012, il fait quatrième sur la route et il fait également quatrième sur le chrono. Euh, Ensuite, il participe pardon, au championnat du monde du contre-la-montre où il fait deuxième. Et puis à un moment donné, chez Tyler Finney, il y a un souci. Il a une chute et ça retarde un petit peu. En tout cas, ça stoppe complètement sa progression. Il aura vraiment beaucoup de mal à revenir avec notamment voilà des gros soucis suite à cela. Et en fait, bah voilà, c'était un gars Tyler Finney, moi j'ai le souvenir et l'image d'un mec qui était quand même assez performant sur justement ce côté chrono et même en fait sur des courses d'une semaine où il pouvait toujours aller chercher quelques résultats. Et en fait, derrière, bah, ça s'éteint tellement rapidement pour lui parce que enfin, voilà, il 21 ans, tu vois, le gars, il est quand même présent sur beaucoup de grosses courses, il est dans des top 5, dans des top 10, etc. Quand il arrive à la BMC, et ensuite derrière, il est incapable de se relancer suite à cette blessure. Et voilà, il y a des multiples fractures, etc. Donc, en fait, c'est que ça stoppe complètement et brutalement sa carrière. Il y a un autre coureur qui est dans ce cas-là, dont on reparlera peut-être dans ce top 10. Mais ouais, clairement, Tyler Finney, c'était vraiment la déception malgré lui, quoi, de se dire, purée, merde, quoi. Genre, franchement, c'est un gars qui aurait pu peut-être faire des. Je sais pas, mais voilà, c'est un mec qui a quand même porté le maillot rose sur le Giro et qui a quand même été aux avant-postes sur des courses mondiales. Et derrière, tout s'arrête d'un coup. Ouais, Tyler Finney, pour moi, ça rentrait dans les espoirs déchus. Ouais, J'ai l'impression bah, que. je l'ai oublié moi, mais je Ah, suis totalement Mm. d'accord. Et à l'époque, quand Tyler Finney il est arrivé, tout le monde parlait de lui et se disait Lance Armstrong c'est fini, maintenant il y aura Tyler Finney. C'est hmm, vraiment, faut se rendre compte à l'époque de ce de adoubé. ce qu'on annonçait avec Tyler Finney. C'était censé être le crack générationnel ultime. Et quand tu vois cette carrière, t'as eu raison. Je l'ai complètement oublié, mais versus ce qui était annoncé, il y a rien dans sa carrière, y a rien du tout. Ouais, c'est fou parce que vraiment 2021, 2011 quand il arrive, waouh, c'est un peu, tu sais, c'est Il y un avait peu une un hype vent autour frais, de tu lui, vois. c'est clair. Parce que la BMC, Ouais. ils ont Cadel Evans, mais qui est un peu enfin, voilà. Enfin, il est quand même âgé. Et en fait, t'as un nouveau visage qui arrive un petit peu pour redorer le blason BMC. Et tu te dis, oh putain, let's go, Tyler Finney, tu vois, il était vraiment super attendu. Et aux États-Unis, il était quand même perçu comme Titien dirait, un crack, quoi. Et derrière, il y a une chute et tout s'arrête, quoi. Donc, ouais, c'était vraiment très dur. Il aura fait 3-4 ans et ça sera terminé brutalement pour Tyler Finney, quoi. À 25 ans, c'était fini, quoi. J'ai l'impression que Fay- l'AIF, ils aiment bien récupérer ce genre de coureurs en fin de carrière. Il y en a plusieurs dans mon classement qui se retrouvent à l'AIF en fait à la fin, je crois. Bah écoute, Mm. on le découvrira avec la suite. Messieurs, en septième place, Loïc, je te lance sur la septième place. Eh bien, moi,
Je vais mettre. Il me semble qu'on en avait peut-être déjà parlé sur les losers. Je suis pas sûr si j'avais mis ou pas. Moi, je vais mettre Simon Wilco Yates. Kelderman. Ah non, aïe! Oh, tu me fais mal là. Bon, du coup, je vais mettre. Bon, tu me ramènes toujours à ça en fait, Titien. Moi, c'est mon Non, espoir déchu. C'est ça en fait. C'est ceux qui écrasent les pédales. Mhm. non. Bon, Aïe, aïe, vas-y, aïe. sur Kelderman. Alors, Wilco Kelderman, bah, en fait, c'est... Alors, il me semble que j'en avais pas parlé, je crois que j'en avais parlé de quelqu'un d'autre. Du coup, en fait, c'est quelqu'un qui a porté énormément d'espoir, qui a une très très longue carrière. Il a commencé en 2008, il me semble. Il était chez la Rabo, vraiment le coureur type néerlandais, en fait. Et il a énormément de potentiel en course par étape. Ce qui m'a marqué chez lui, en fait, c'est le Giro 2020. En fait, c'est à ce moment-là, bah, il était là pour gagner en fait bientôt. Et puis en fait, il finit troisième, ce qui est extrêmement décevant. En fait, c'est juste, il explose, il me semble, hein, ça marche pas. Et en fait, il fait que il est placé sur beaucoup de courses par étapes, etc. Mais il gagne jamais. Il a fait toute une carrière chez la Sunweb. Après, il était chez la Bora où il perce. Enfin, il a vraiment du mal. Et puis, il finit chez Visma en tant qu'équipier. Donc, c'est une carrière très moyenne pour quelqu'un qui devait aller très très loin pour moi. Titien Wilco Kelderman. Ah ouais, mais je crois qu'on avait parlé dans les losers. Oui. Rien de plus à dire, t'as raison. Enfin, un- c'est un loser Kelderman. Enfin, non, mais enfin, il est très, très, C'est très bon horrible dit comme équipier. ça. Mais bon, Il était sur il était troisième, je crois, effectivement, en tout sur le cas, moi, podium. j'ai souvenir de Kelderman. Mon premier souvenir, c'est le Giro 2014, sur lequel, à mon avis, je crois qu'il fait un top 10. Et effectivement, à l'époque, on l'attendait vraiment pour, bah, à défaut d'aller gagner un grand tour, c'est un bien grand mot, mais pour être vraiment un des leaders. Après, avec le déclin de Robert Gesing sur les grands tours, et ça, il ne l'aura jamais confirmé. Il aura fait plusieurs top 10. Il aura fait une quatrième place sur la Vuelta 2017. Mais ouais, ouais, c'est clair que malheureusement, Kelderman, voilà, c'est un espoir déchu éternellement, quoi. Il y a très très peu de victoires. J'ai l'impression que c'est tout le temps ça les cours de l'auto jumbo de l'époque, tu vois, avec les Kreuzweig, etc. Moi, ça me donne vraiment cette Ouais. image-là. Bah, il ressemble beaucoup à Kreuzweig, je trouve. Ouais, Ouais, c'est vraiment ils cette se image. suivent un peu. Mm. Ok, très bien. Mm. Bah, Wilco Kelderman en 7ème place. Titien, qui nous as-tu mis en 7ème position? Septième position. Attends, j'ai mis Tao Geoghegan Hart, le Pas facile à vainqueur dire. du Giro Oui. 2020. Oui, désolé pour la prononciation. Je suis peut-être pas le seul à l'avoir mis ici, je ne sais pas. Mais Je en l'ai mis tout plus cas, haut. bah voilà. Ah, ok. Bah, Moi, il moi, en je va l'ai plus mis haut. Ouais. là. Il est plus haut. Je l'ai mis là parce que, bah, effectivement, Tao Geoghegan, déjà, on l'attendait vraiment. C'était bah, au même type qu'Ethan Hayter. Lui, Tao Geoghegan, il était très très bon chez les espoirs, hein. Il faisait des sacrés résultats et on l'attendait vraiment à un niveau pour gagner un grand tour, tout simplement. C'était censé être la relève, hein, au sein de l'équipe. D'abord, il est arrivé chez Sky et ensuite chez Ineos. On l'a fait faire un premier grand tour, la Vuelta, bah, où finalement, sa première saison complète chez les pros en 2018, on l'a pas tant vu que ça. Il fait quand même cinquième du Tour de Californie qui existe plus aujourd'hui, 13e du Critérium du Dauphiné. Mais voilà, à cette époque-là, il agit vraiment en tant que Tao Geoghegan, en tant qu'équipier de luxe là pour apprendre, mais c'est censé être la relève de Chris Froome sur les grands tours. En 2019, pareil, il fait une nouvelle saison, il progresse lentement, mais c'est une progression qui est assez lente pour Geoghegan Hart. Il fait 20e de la Vuelta, il fait 5e du Tour de Pologne, il fait 2e du Tour des Alpes. Donc il commence, ça y est, en 2019, à pointer plusieurs résultats. Mais aussi, enfin, voilà, des résultats qui tardent à venir, c'est parce que, bah, encore une fois, il y a du monde, hein, chez la Ineos de l'époque. Voilà, donc, et 2020 arrive, voilà, cette année 2020, donc, qui est tronquée par le Covid, où pourtant il a plutôt bien démarré sa saison. Tao Geoghegan Hart, il fait troisième du Tour de la Communauté de Valence, où je me souviens qu'il ferraillait déjà avec Tadej Pogacar, qui gagnera le Tour cette année-là. Ensuite, on le voit plus du tout, parce que bah, c'est un peu la pause forcée due au Covid. Il revient sur Tirreno, il fait 30e, qui est 2 semaines avant le Giro. On se dit, bon, Tao Geoghegan Hart, il va pas se passer grand-chose. Et puis arrive ce Giro 2020. Geoghegan Hart, au bout de
La troisième étape du Giro, c'est déjà l'ascension de l'Etna. Donc une première ascension décisive au bout de 3 jours. Tao Gegenhardt, il perd 2 minutes 30 sur l'Etna, voilà, sur le vainqueur. Alors, moins sur les favoris, mais il perd grosso modo 1 minute 45, 2 minutes sur une ascension pas si compliquée que ça sur tous les favoris. Et bah, là, on se dit, bon, bah voilà, Il n'arrive pas leader sur ce c'est en- Giro. non, il n'arrive pas leader, en plus, tu as raison de le dire sur ce Giro, mais en tout cas, il n'existe pas sur la première étape de montagne. Et puis finalement, au fur et à mesure du Giro, effectivement, d'ailleurs, un Giro où l'équipe Ineos aura vraiment tout explosé, hein. Je me souviens à l'époque, voilà, bon, Geraint Thomas, c'était le leader. Il a abandonné assez rapidement au bout de la quatrième étape. Et Filippo Ganna, il a gagné. Tao Gegenhardt, il a gagné. Jonathan Narvaez, il a gagné sur ce Giro. Et Rohan Dennis, je ne sais plus s'il a gagné, mais en tout cas, c'est lui qui a contribué enfin, oui, c'est lui le contributeur majeur de la victoire finale de Tao. Je vais dire Tao parce que sinon je vais galérer à dire son nom de famille tout le temps. Mais voilà, au début du Giro, il est largué. Et puis en fait, c'est vraiment un Giro un peu bizarre parce que tous les mecs qui sont forts au début du Giro, et ben finalement, ils vont tous craquer un à un. Au début du Giro, les deux grands favoris, enfin à part Geraint Thomas, c'est Vincenzo Nibali et Jakob Fuglsang. Et ces deux mecs, ils vont exploser étape après étape pour que de nouveaux mecs émergent, et notamment Tao avec toute l'équipe Sunweb à l'époque qui était très forte, et Wilco Kelderman dont tu as parlé avant, qui était le leader de la Sunweb. Et les Sunweb, ils font le forcing sur toute la fin du Giro, mais Tao, il est toujours là. Il va d'ailleurs gagner une étape, il gagne l'étape de Piancavallo devant Hindley et Kelderman. Et ensuite arrivent ces derniers jours de course. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça devait être l'étape décisive du Giro qui devait passer, il me semble, je sais plus, je crois que ça devait passer par le Finestré et arriver à Sestrières. Ouais, c'est Strier. Ouais. Et en fait, ça a été annulé parce que je crois qu'il y avait des problèmes météo, etc. Et du coup, ils avaient une étape un peu rabotée. Mais grosso modo, les deux dernières étapes du Giro, l'étape 17 l'étape 18 et l'étape 20, c'est une folie avec cette accélération donc dans le Stelvio. On se souvient, accélération mythique de Rohan Dennis. Rohan Dennis qui était surpuissant à l'époque. Il n'y a plus que Hindley. Ça y est, Kelderman craque et il n'y a plus que Hindley et Tao dans la roue. C'est Hindley qui va gagner l'étape. Et donc, et Tao et Hindley sont très très proches au général. C'est encore Almeida C'était Almeida à l'époque, hein, ouais, qui avait chopé le maillot rose très très tôt et qui le défendait. Et puis lors de la dernière étape de montagne, Almeida maillot rose va craquer et Hindley et Tao vont repartir de Je crois l'avant que encore une fois. Almeida, il avait plus le maillot rose à ce moment-là. Je crois que Si, il c'était le perd sur Kelderman qui cette. l'avait. Ah oui, Ah, c'était il le perd Kelderman, après. exactement, Pardon. t'as raison. Almeida, il le Kelderman. perd à l'avant-dernière étape de montagne, t'as raison, Loïc. Et Kelderman le perd et explose sur la dernière étape de montagne que remporte Tao devant Hindley. Et les deux coureurs sont dans le même temps. Au départ du dernier chrono, et ça c'est exceptionnel, les deux coureurs démarrent. Donc c'est Jay Hindley qui est maillot rose du Giro, mais ils sont dans le même temps. Et forcément, Jay Hindley est un bien moins bon coureur de chrono que Tao. Tao va faire un très très bon chrono. Il finira 13e et il Tao, il était remportera pas, pour. il était pas, Ah bah il c'était était pas pas un super mauvais, il, coureur il de chrono limitait. non plus. Ouais. Il Par était bien rapport à meilleur. Jay Ouais. Hindley, c'était pas mauvais. Mais bref, Tao va remporter ce Giro de 40 secondes devant Hindley et 1,30 devant Kelderman. Un Giro, au bout de 10 jours de course, on ne se serait jamais imaginé qu'il puisse le remporter. Donc, et surtout, moi, j'adorais. Franchement, j'étais fan dans ce magnifique maillot Ineos. Là, c'était une tuerie. Tao, c'était trop la classe. Franchement, j'adorais ce coureur. Et puis, ensuite, voilà, 5 ans après, on reparle de ce Giro et il n'y a rien eu d'autre. Il y a eu des années un peu de galère pour Tao Gegenhardt. Il y a eu cette année C'est beaucoup blessé. 2023, il est revenu Mhm. très fort. Il claque 2 étapes du Tour des Alpes et classement général. Il est très très Ouais. fort avec la doublette avec Geraint Thomas en début de Giro. Et puis patatras, une chute sur une étape un peu anodine. Voilà, on pensait que ce serait une chute. Il a abandonné sur le coup et en fait, voilà, ça a confirmé un déclin qui a été juste ralenti par ce sursaut de 2023. Mais depuis, il a eu du mal à se remettre de cette chute, Tao. Et aujourd'hui, il fait partie de l'effectif Lidl Trek, mais on l'a quasi pas vu de l'année. L'année dernière, déjà, il a été un peu en retrait. Et puis là, vu les arrivées qui sont annoncées chez Lidl Trek, voilà, ça va être très très dur pour Tao de reprendre le leadership. Donc voilà, c'est vraiment un ovni ce Giro 2020 qui a souvent d'ailleurs été décrié, hein.
et un peu moins depuis que Jay Hindley a regagné un Giro enfin a gagné le Giro 2022, mais c'est vraiment, ouais, c'est un peu un ovni Tao. Donc, mais il a quand même ce Giro, mais ça reste malgré tout. Après ce Giro, on pouvait en attendre des monts et merveilles, et ça n'a pas été le cas. Donc voilà pourquoi il est dans mon classement, et je pense il est peut-être dans le vôtre aussi. Totalement. Mais dans le mien, il est Oui, juste il est dedans, au-dessus, il est il est sixième. au-dessus. Ah bon bah voilà. Oui, il est pas très loin au-dessus non plus. Bon bah très bien, on en reparlera de Tao. Enfin, Mm. en tout cas, tiens, t'as déjà tout dit. Moi, messieurs, en septième, j'ai remis un coureur français, j'ai mis un sprinter parce que voilà, pour moi, c'est incohérent ce qui s'est passé. J'ai mis Nasser Bouhanni. Ah oui. Je l'ai mis septième. Du mal à le mettre plus haut, du mal à le mettre plus bas. C'était dur à placer, mais en gros, Nasser Bouhanni, en France, sur le sprint, faut se dire un contexte, c'est qu'en France, dans les années 2010, voilà, en termes de sprinter, c'est très très difficile. Il y a du Sam Dumoulin, il y a aussi Arnaud Démare qui commence à émerger, etc. Et en fait, on a chez Nasser Bouhanni, le truc, voilà, que je pense qui tape sur tout le monde, c'est ce Giro 2014. Oui, ce Giro 2014, pardon, où Nasser Bouhanni nous claque 3 étapes et récupère le classement par points du Giro avec une domination sans pareil. Il gagne aussi sur Paris-Nice. Il gagne. Enfin, il est aussi. Je crois qu'il finit deuxième des championnats de France sur route, il me semble, en 2011 aussi. En 2014, pardon, aussi. Mais voilà, Nasser Boigny, on a quand même eu sur une année donnée, un peu à l'image d'Arnaud Démare sur son Giro aussi, où il vient claquer 3 étapes et on se dit, ah bah ça y est, Nasser Boigny, ça va être l'explosion, ça va être la confirmation, la prise de confiance, etc., etc. Il va aller nous chercher du résultat, il va aller nous chercher quelque chose. Un coureur qu'on attendait aussi, par exemple, sur des classiques comme Milan-San Remo. Et finalement, Nasser Bouhanni, bah, il se sera enfermé derrière voilà, des soucis médiatiques, notamment dans ses relations avec Arnaud Démare, etc. Et finalement, ça l'a un petit peu enterré tout ça. Et derrière, il ira jamais chercher de meilleurs résultats. Alors après, il fait quand même des top 3, etc. Des top 10 sur justement Milan-San Remo. Il refera une deuxième place sur le championnat de France. Il gagnera des courses comme par exemple Paris-Camembert, etc. Mais derrière, finalement, Nasser Bonny, c'est un coureur qu'on attendait bien, bien plus présent dans les sprints, en tout cas par ses qualités. Moi, je trouve que c'est un coureur, en termes de sprint, je pense qu'il part déjà meilleur qu'Arnaud Démare. Et finalement, il termine, mais à des années-lumière d'Arnaud Démare. C'est dire quand même le Nasser Bonny en 2014, c'est délirant les victoires du Giro qui nous claquent, quoi. Et voilà, c'est un coureur qui bah, n'aura jamais confirmé ce Giro 2014, malheureusement. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un espoir déchu parce que Nasser Boigny, quand tu vois son Giro, ouais, t'attends vraiment à ce qu'il se passe des saisons tout aussi similaires, pas forcément sur des grands tours, mais en tout cas qu'il nous gagner des grosses courses. Et Nasser Boigny, bah, il n'y aura jamais eu ça. Et ouais, il y a clairement de la déception dans sa carrière. Donc moi, je l'ai mis ici en septième place. Je sais pas si vous l'avez Oui, j'ai mis pas ou. pensé à lui. Ouais, J'y ai pas pensé, mais c'est vrai que, enfin, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez. Enfin, sa fin de carrière est quand même assez horrible. ouais, c'est Cette chute sur délicat. le Tour de Turquie, c'est très dur. Il y a eu des comportements qui. Je sais c'est un coureur qui est quand même assez détesté, il me semble, hein, quand même aussi, dans le peloton. Et pourtant, quand tu le vois en interview, ça a l'air d'être un mec plutôt cool, hein. Mais sur le vélo, il se transformait en boxeur. Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'appelaient le boxeur. Donc voilà. Il y a une fin de carrière tragique. Je pense qu'il aurait pu continuer un peu plus. Et c'était un personnage important du cyclisme français dans les années 2010. Complètement. Mais quand même moins fort qu'un Démar. Et pourtant, moi, je trouve qu'il part avec des meilleures bases. Mais après, voilà, c'est vraiment un avis purement subjectif. Ouais, Si- bah rien de plus à dire. Je suis d'accord, il aurait pu aussi y figurer. Très bien. Eh bien, messieurs, avançons et parlons de notre sixième place, si je dis pas de bêtises. Sixième, ouais. Donc moi, j'ai déjà mis Tao, donc là-dessus, on est bon. Loïc, qui as-tu mis en sixième? Alors moi j'ai mis un sprinter aussi. C'est un peu un sujet d'actualité à nouveau aussi. C'est Sam Bennett qui nous a fait Ah ouais. un Tour de France 2020. J'ai l'impression que cette année 2020 nous a fait apparaître beaucoup d'ovnis qui ont disparu très vite après. Bon, Sam Bennett, il a quand Mm. même un peu plus. Il a quand même beaucoup performé aussi sur la Vuelta et aussi sur le Giro, mais je le voyais vraiment beaucoup être un sprinter générationnel. Et en fait, il y a cette impression chez les sprinters aussi que
des fois, tu as l'impression qu'il y a vraiment une naissance d'un sprinter générationnel et finalement, il y a rien qui se passe. Et en fait, ça dure 1 ou 2 ans et puis c'est terminé. J'ai l'impression que c'est très très dur en fait pour les sprinters en général de rester au top très longtemps. Et Sam Bennett, ça montre bien ça. C'est que à la Bora, il a été exceptionnel et puis finalement, il s'est un peu perdu. Il a, pardon, c'était chez la Quick-Step qu'il était très très bon et chez la Bora aussi. Il est retourné chez la Bora et en fait, il a eu il a eu un contrat monstre chez Decat aussi après et il a vraiment jamais confirmé. Je pense que c'est un peu une fin de carrière pour lui. Cette, ce départ pour la Q36.5 et puis c'est quelqu'un que j'aurais bien vu voir dominer sur le Tour de France plusieurs années, mais finalement pas du tout. Et un peu enfin quelqu'un qui aurait un peu dominé à la Kittel et finalement pas du tout. Ça s'est tombé à l'eau. Sam Bennett, Titien. Ah, je te trouve un peu dur là pour le coup. Et puis même 2019-2018, putain, il enchaîne les victoires sur les grands tours. Moi, c'est juste qu'il a décliné parce que en fait au sprint ça va très très vite et qu'il est rentré à 32-33 ans et que mais bon, t'es un peu dur quand même là parce que Sam Bennett, une belle Un peu, oui. carrière. Ouais, un peu. Mais Ouais, une non. très belle carrière, je dis pas ça, mais c'est juste qu'il a pas performé sur le Tour de France, c'est tout. Ouais, après, Non, non, c'est Pas une année. difficile. Je trouve vraiment dans le Tour de France, sur les sprints, il y a quand même beaucoup de gars qui étaient présents. Et puis, ouais, je trouve il y a quand même il y a du bon résultat avant. Et c'est un peu l'apogée de sa carrière sur le Tour de France 2020, plus que oui, le déclin de sa carrière, en fait. oui, c'est un peu voilà, il arrive à Oui, son max, tu vois. bien sûr, ouais. C'est pas Mm. comme si demain tu me dis que Mathieu Brennan, il aura plus aucun résultat. Là, je me dis oula. Euh, bon, moi j'ai plutôt l'impression que c'était voilà, il est vraiment arrivé il était très fort chez Bora et être chez Quickstep pendant 2 saisons, ça lui a permis d'atteindre un niveau incroyable. Mais bon, il a 35 ans, le petit Sam Bennett, donc bon, c'est juste surtout que ces 2 années chez Decathlon, Ouais, c'est un ça peu flingue un terni peu ce qu'il ça. a fait, mais ça reste quand même un Bah, même gros à la coureur. Bora, à la fin, Oui, oui, c'était oui. vraiment pas ouf, hein. Alors, Enfin, parce alors, que il y a une règle. Il y a une règle, tu es sprinter, et j'en reparlerai après. Tu pars de chez Quickstep, t'es plus bon. Tu Et t'écrases. voilà, c'est l'équipe des sprinters et faut pas repartir. Mais hmm. puis en plus en 2021, derrière, il est encore à la Quick Step, je crois. Et puis c'est Cavendish qui est mis sur le Tour de France pour aller gagner les sprints. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est difficile derrière de bondir. Et puis à la Bora, voilà, c'était plus compliqué, mais ça reste quand même des belles années pour Sam Bennett. Oui. Du coup, Ticia en sixième, qui nous as-tu mis? Un Colombien, Ivan Sosa. J'ai mis Ivan Sosa en sixième parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un no-name du peloton. D'ailleurs, il n'est même plus en World Tour, hein. Ivan Sosa, il est chez Kern Pharma depuis cette année. Avant, il a passé 3 années chez Movistar, mais c'était vraiment quand il est arrivé, Ivan Sosa, en 2018. Un crack, il a été repéré donc du coup sur des courses en Amérique du Sud. Et ensuite, bah, rapidement, voilà, il vient en Europe et il performe, notamment, il remporte l'Adriatica Ionica Race en 2018 devant Giulio Ciccone. Donc là, il était tout jeune, hein, il avait 20 ans, Ivan Sosa, mais voilà, en termes de grimpeur, il remporte l'étape du Passo Gio. Alors même si c'est pas une course majeure quand même, mais à l'époque, il tape des Ciccone, des Peter Winning. Alors c'est pas des énormes noms, mais le mec était inconnu au bataillon et vient taper ces coureurs-là. Et puis surtout, bah, en 2018, donc ensuite il remporte le Sibiu Tour. Donc là, il vient d'arriver en Europe, hein. Et ensuite, il enchaîne avec le Tour de Burgos. Et là, sur le Tour de Burgos, sur la première étape de montagne au Picon Blanco, il joue du derrière avec Miguel Angel Lopez, donc qui était quand même un crack à l'époque. Bah, d'ailleurs, Tao finit sixième de cette étape. Et Sosa, il perd juste au sprint face à Lopez. Et 2 jours après, Ivan Sosa, qui est vraiment tout jeune, hein, qu'on ne connaissait pas, il vient mais défoncer Miguel Angel Lopez sur ce Tour de Burgos, la traditionnelle arrivée des lacs de Lagunas de Neila, là. Et il lui met 20 secondes dans le dernier kilomètre. Et derrière, tu as quand même du beau monde. Tu as du Henao, tu as du Elisson, tu as du Tao, tu as du Louis Meintjes. Enfin, à l'époque, c'était des bons coureurs à l'époque. Donc voilà. Et ensuite, Sosa finit par une 6e place avec une victoire d'étape sur le Tour de l'Avenir. Donc il arrive plutôt fort. Il frappe plutôt à la porte, ce pur profil de grimpeur de 50 kilos qui était dans l'équipe Androni et là l'équipe Ineos. Et donc Sosa devait aller chez Trek et tellement il était fort, tellement il avait montré des choses impressionnantes en montagne que bah, Trek finalement s'est fait piquer le coureur par Ineos qui a mis le pactole dessus et donc il a rejoint en 2019 Ivan Sosa,
L'équipe Ineos, il termine deuxième du Tour de Colombie. Alors le Tour de Colombie, on n'entend plus trop parler maintenant, mais cette course, c'était incroyable. Donc, alors c'était la Columbia Oro El Paz, ça s'appelait comme ça à l'époque, mais c'était une course à ambiance incroyable. Et là, Sosa, il joue du dérailleur avec Lopez, avec Daniel Felipe Martinez, Egan Bernal, Quintana, etc. Donc, il arrive très très fort. Ensuite, il fait pas tant de résultats que ça, puisqu'il est utilisé vraiment comme un pur coéquipier au sein de l'équipe Ineos, mais il finit quand même deuxième de la Road of Speed d'Occitanie, juste derrière Alejandro Valverde, et en battant Valverde au sommet, il y avait des mecs comme Uran derrière, Galopin, etc. Donc c'était pas mal. Il fait de nouveau deuxième du Tour de Burgos en allant encore une fois chercher 2 étapes. Il fait 14e du Tour de Lombardie en fin de saison, donc une bonne première saison qui laisse pas mal d'espoir à l'équipe Ineos. En 2020, il se passe pas grand-chose, année Covid, il n'est pas vraiment mis à l'honneur. Et en 2021, il revient très fort sur le Tour de la Provence en début d'année, l'étape du Mont Ventoux, où Julien Alaphilippe et Egan Bernal ont fait que attaquer, et Sosa les a contre-attaqués. Et Sosa, il s'impose quand même au sommet du Ventoux devant Bernal, Alaphilippe, Wout Poels, Ciccone, etc. Donc on s'est dit, le crack de l'équipe Ineos est reparti, ce super grimpeur. Et à partir de là, il y aura plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, alors c'est ici, il va revenir de temps en temps sur une course espagnole, il va aller chercher une 5e place sur une petite course de milieu de saison, de milieu de tableau. Il ira gagner le Tour de Langkawi. Voilà. Mais année après année, il n'y a vraiment plus rien chez Ivan Sosa. Et aujourd'hui, c'est devenu un grimpeur très, très, voilà, enfin, complètement surclassé. Je crois que ses 50 kilos, ça l'aide vraiment pas du tout. Et il souffre beaucoup sur la plupart des courses. Mais voilà, ce coureur, en 2018-2019, il a débarqué de nulle part et il a obtenu des résultats incroyables. On annonçait vraiment comme un crack, recruté par la Sky, qui voulait en faire un de ses leaders pour les généraux. Et finalement, voilà, il y a plus grand-chose après ces 2 super années. Et il est retombé dans l'oubli. Et il est toujours dans le peloton aujourd'hui, mais on n'en parle plus trop. Donc voilà, je voulais en parler parce que l'évolution de carrière montre vraiment bien que c'est un bel espoir déchu. Merci pour cette belle description qui était presque un hommage, Ticia, finalement, Voilà. à Ivan Sosa. Mais oui, oui. Je l'aimais Une beaucoup belle quand il est histoire. arrivé. Il arrive tôt en plus, il arrive jeune, hein, donc Ah ouais, clairement, ouais, non, tu t'attends mais vraiment. comme les Colombiens, finalement, il a Ouais, vite atteint son plafond et ensuite, dur aussi apparemment de s'adapter, voilà, à vivre en Europe, etc. mm. Donc, bon, ça l'a pas fait. Ça n'a pas, malheureusement pas confirmé pour Ivan Sosa. Très bien, Ticia, donc c'était ta 6e place. Donc moi j'avais mis Tao ici, hein, voilà, pas de choses à rajouter. On va tout de suite passer à la 5e position. Loïc, 5e, j'imagine qu'il est peut-être là, celui Bah, moi, auquel c'est on Tao, pense. ouais. Ouais. Moi, c'est ça. C'est Tao est 5e, donc j'aurais pas grand-chose à rajouter non plus. Très bien. Eh bien, écoute, Tao a une belle description et il s'arrêtera à la porte du top 4. Titien, du coup, qui as-tu mis en 5e? Je te relance tout de suite la main. Tu viens de finir de parler. Tu n'as même pas le temps même pas le temps Et bah, je de reprends, t'abreuver. Et c'est reparti. je Inouperti, reprends. tiens. Et ben, Ah, un autre. On reste en Colombie avec un coureur dont vous avez déjà parlé, Fernando Gaviria, Ah, 5e de mon classement. T'as dit beaucoup de choses, hein. Il est arrivé, Gaviria, il a cassé la baraque. Il a cassé la baraque. En fait, il a été découvert, il était avec l'équipe nationale de Colombie. C'était sur je crois que c'était sur le à l'époque, il y avait une épreuve en début d'année en Argentine, là. Alors je sais plus comment ça s'appelait là. Enfin, Waouh. je sais pas si vous vous souvenez là. Oh. Non. En tout début d'année, janvier? Oui, 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 en plus, mais c'est une épreuve qui est restée. Le Tour de San Luis, en Ok. Argentine. C'est la première épreuve d'ailleurs que Remco a fait en tant que professionnel. Et ça fait que 2-3 ans hein, qu'elle y est plus. Mais sinon, en janvier, il y a pas mal de coureurs du Sagan avait l'habitude d'y aller aussi. Enfin voilà. Lucien Ghana aussi qui va. Mais bref, sur le Tour de San Luis, donc en début de saison. Et comme je vous dis, il y a du monde, il y a du beau monde qui allait sur le Tour de San Luis en 2015. Donc, première course de la saison, Mark Cavendish, Sacha Modolo, des coureurs comme ça qui vont sur le Tour de San Luis. Donc, comme Cavendish, Modolo, à l'époque, c'était une pointe hein, du sprint italien. Et bon, Cavendish, en 2015, il était trop, trop fort. Et il y a 2 sprints massifs. Et les 2 sprints, Mark Cavendish, il doit s'incliner. Il est battu par Fernando Gaviria, un mec qu'on ne connaissait de nulle part et qui montre une pointe de vitesse, mais il laisse sur place Cavendish avec une force impressionnante, à tel point que en fait il va pas rester longtemps dans son équipe Columbia. Il était chez Columbia Col Deportes et il va vite être chopé par l'équipe justement de Mark Cavendish, par l'équipe Ethics, elle s'appelait Ethics Quick Step à l'époque, comme stagiaire à partir du mois d'août.
Il arrive sur le Tour de Tchéquie, sa première course avec le Tour de République tchèque, pardon. Première course avec Quick-Step, il remporte une étape. Le Tour de Grande-Bretagne en fin d'année, il est stagiaire, hein. Il vient taper également une étape du Tour de Grande-Bretagne devant Greipel, devant Boasson Hagen, devant Elia Viviani. Donc il débarque en 2015 et il casse la baraque. Voilà. Et puis ensuite en 2016, il confirme, hein, il remporte encore une fois 2 étapes sur le Tour de San Luis. Il remporte une étape du Tour de Provence. Il remporte une étape de Tirreno Adriatico, à tel point qu'en 2016, c'est un des grands favoris de Milan-San Remo, l'édition remportée par Arnaud Démare. Et Gaviria, il passe le Poggio dans les 10 premiers. Parce que Fernando Gaviria, pour vous dire à quel point c'est une déchéance, le mec était trop rapide et le mec passait les bosses assez facilement. Donc, du coup, il passe facilement le Poggio. Il y a un groupe de 4 qui se détache dans le final et il est dedans. Il suit facilement. Tu te dis, mais il va gagner. Gaviria, on ne le connaissait pas encore il y a un an. Il va gagner Milan-San Remo 2016. Et la patatras. Peut-être un peu trop confiant, il touche la route du coureur qui est devant lui et il s'éclate sur à 200 mètres de la ligne sur la Via Roma. Et derrière, on connaît l'histoire, c'est Arnaud Démare qui va remporter ce Milan-San Remo. Mais Gaviria, voilà, c'était le favori et il était là jusqu'à 300 mètres de la ligne et il chute lui-même. Allez voir la vidéo sur YouTube sur la Via Roma. Mais derrière, il continue à enchaîner les résultats. Il remporte 2 étapes du Tour de Pologne, il remporte pas mal de courses. Et l'édition de Paris Tour 2016, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, les gars, en 2016. Donc, ça arrive au sprint groupé. On attend Gaviria pour le sprint. Et en fait, il y a un temps de temporisation à 700 mètres de la ligne. Il y a un poisson pilote qui s'écarte et personne qui veut prendre le relais. Et Gaviria, il attaque. C'est l'avenue de Gramont, hein, c'est une ligne droite. Il attaque à 700 mètres de l'arrivée. Et personne ne peut suivre. Il fait un sprint de 700 mètres. Fernando Gaviria, main sur les cocottes, en poursuiteur, parce que c'est aussi un excellent pistard. Et Arnaud Démare qui vient échouer à une demi-route Gaviria dans le final, qui a fait 700 mètres, qui a fait le coup du kilomètre, quoi. Incroyable. Moi, j'étais vraiment fan de ce coureur. Il faisait des trucs incroyables cette année-là. Et puis, 2017, il continue sur sa lancée. C'est là, hein, je crois qu'il remporte 4 étapes sur le Giro 2017. 2018, sur le Tour, il remporte 2 étapes sur le Tour 2018. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, plus rien. Voilà. C'est Fernando Gaviria. Il est arrivé. Il a été trop fort pendant 2-3 ans. On s'est dit, mais il va dominer le sprint mondial. Et puis en fait, derrière, en fait, son mauvais choix, c'est de passer. Voilà, un sprinter qui quitte la Quick Step, ça ne fonctionne plus. Ça l'a fait avec Viviani, ça l'a fait avec Cavendish, ça l'a fait avec Sam Bennett et ça l'a fait avec Fernando Gaviria. En 2019, il va chez UAE Team Emirates, qui a sûrement proposé un contrat assez juteux. Et à partir de ce moment-là, Gaviria, alors il continue à gagner, mais des petites étapes par-ci par-là sur des plus petites courses, mais c'est un déclin qui est amorcé et qui va faire que s'enchaîner pendant les années, à tel point que l'UAE va finir par s'en séparer, notamment puisqu'en plus ils avaient Alexander Christophe. Il va aller chez Movistar où il fera rien non plus du tout. Il y a eu un petit réveil sur le Tour de l'année dernière où il va chercher 2 top 3. Et puis voilà, aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé pour Fernando Gaviria. Voilà, comme tu l'as dit, Loïc, ça l'histoire. Mais voilà, Gaviria, c'était vraiment. Mais moi, j'étais fan du coureur. C'était une sorte de nouveau Sagan qui était trop fort, qui avait une pointe de vitesse de fou. Et en fait, qui a sûrement pas dû bosser, qui a aussi choisi un contrat un peu juteux, à mon avis, chez UAE, qui a quitté l'environnement Quick-Step qui était parfait pour le sprint. Et voilà, qui a complètement gâché sa carrière, alors que pendant 2-3 ans, il est monté en puissance et on se disait, mais là, on va avoir le sprinter du siècle, quoi, ça va trop vite. Ouais. Et c'est dur pour des gars qui, à mon avis, suivent le cyclisme depuis 3 ans, de croire que Gaviria, ça a été un top sprinter. Quand aujourd'hui, on voit qu'il lance des sprints et qu'il s'écrase, non. Et Gaviria, ça a été un truc incroyable. Voilà. Comme quoi, les carrières, une carrière cycliste peut prendre une tournure un peu bizarre parce que franchement, jamais j'aurais pensé ça. Et en plus, Gaviria, ça apportait vraiment un vent de fraîcheur, tu vois. C'était C'était fou. l'Amérique du Sud qui arrive un petit peu au nouveau. C'était une façon de sprinter un peu différente de ce qu'on avait habituellement. Et c'est clair que voilà, c'était sympa. C'était vraiment sympathique l'arrivée de Gaviria, en tout cas la contestation de Gaviria face aux grands sprinteurs de l'époque. Et puis finalement, ouais, tu l'as dit, Titien, tout s'est arrêté un peu presque du jour au lendemain, quoi, finalement. Et sans véritable. Voilà, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de soucis physiques, etc. Et finalement, c'est juste, voilà, les résultats ne suivent plus, changement d'équipe, et puis ensuite ça cogite, on réfléchit, et voilà, quoi, ça peut s'arrêter brutalement, mais c'est clair qu'aujourd'hui, quand tu regardes Gaviria, tu as du mal à penser à ce qu'il a fait, dans ses années, dans ses meilleures années, pardon. Et du coup, en cinquième position, parce que toi, Loïc, tu avais déjà parlé de Gaviria un petit peu avant, et en Ouais. cinquième, tu nous as mis Tao. Oui.
Moi, en cinquième, j'ai mis, on a déjà parlé avant, je vais pas en faire tout un pataquès, mais j'ai mis TJ Van Garderen, puisque moi, ça m'a un peu plus marqué. Le vainqueur du Tour de Californie 2013 qui est attendu sur le Tour de France, meilleur jeune du Tour en 2012. Et puis en fait, voilà, c'était un bon coureur, c'était un bon grimpeur. Il était aussi assez fort sur le contre-la-montre. Et en fait, je pense que le Tour de France, il a plombé sa carrière parce qu'il vient plusieurs fois sur le Tour de France, mais à chaque fois, il y a des déceptions, il y a des abandons. Il n'arrive jamais vraiment à confirmer à la BMC sur ce tour. Et en fait, voilà, il fait cinquième en 2012, il refait cinquième en 2014, et puis ensuite, il y a abandon en 2015. Et puis derrière, voilà, il reconfirmera jamais sur le Tour de France, ni sur aucun autre grand tour. Il y a beaucoup d'abandons pour Van Garderen et finalement jamais de confirmation à ce qu'on attendait. C'était peut-être lui le coureur qu'on souhaitait voir raviver un peu le blason américain sur les grands tours. Et finalement, ça l'a pas fait pour Van Garderen. Peut-être trop de pression. Voilà, je sais pas trop comment ça l'a fait, mais voilà, peut-être trop de pression, les abandons qui s'enchaînent, manque de confiance. Et derrière, voilà, c'est trop compliqué pour Van Garderen de s'en sortir. Et quand il fait cinquième, sur le tour en 2012, il a quoi? Il a 24 ans, je crois, Van Garderen. Donc voilà, c'est 24 ans, comme a dit Tien. À l'époque, c'est quand même très jeune. Et voilà, je pense qu'il y a un surplus quand tu es leader d'une équipe comme la BMC qui sort du Tour de France 2011 en tant que vainqueur, qui a quand même différents emblèmes dans son équipe. Bah ouais, c'est vrai que c'est difficile ensuite d'assumer ce statut-là. Et je pense que c'est un petit peu TJ Van Garderen qui n'a jamais réussi à se relancer. Et où est-ce qu'a fini TJ Van Garderen sa carrière? Il a fini chez IF. Voilà, pour la petite histoire, Loïc, tu vois. IF finalement, À nouveau IF. un Moi, je vous nouveau. dis IF. Là, je vais en plus, c'est une belle transition pour moi, pour mon prochain. Dommage, ils font des maillots hyper innovants, mais Ouais, leurs c'est recrutements pour sont pas très compenser. innovants. C'est pour Voilà. compenser, je pense. Ouais. Bah vas-y Loïc, Mm. dis-nous ton quatrième du coup. Bah, moi, c'est à nouveau quelqu'un qui a fini sa carrière chez IF. Alors, je savais pas trop le placer, en fait, ce coureur. Moi, c'est Esteban Chavez, Ok. qui finit quatrième. Parce que, en fait, il a été excellent entre 2015 et 2016. Il fait deuxième du Giro, troisième de la Vuelta. Il gagne un monument. Il a gagné le Tour de Lombardie. En vrai, tout le monde pensait qu'il allait se battre contre Chris Froome et Nairo Quintana et pour gagner le Tour. Et en fait, il me semble que ça a été très compliqué pour lui parce qu'il a eu des blessures, il a eu des problèmes de santé. Du coup, en fait, il a chopé une mononucléose en 2018 et depuis, il a pas du tout confirmé ses résultats qui étaient plus qu'exceptionnels. Et donc, en fait, c'est pour ça que il rentre pour moi dans cette catégorie. Et puis, voilà. Voilà pour moi. Esteban Chavez, ouais, je l'ai pas forcément mis. J'avais pas forcément beaucoup d'attentes avec ce coureur, donc c'est vrai que c'est difficile pour moi de le mettre dans le classement, mais je peux quand même comprendre ton choix, Loïc. Titien, un petit mot sur Esteban Chavez. D'accord avec tout ce que Loïc a dit. Voilà, je l'ai pas mis non plus, mais effectivement, il a jamais confirmé son enchaînement Vuelta 2015 et Vuelta 2015, Giro 2016 et Vuelta 2017. Et Vuelta 2016, pardon. Pendant un an, il a été trop fort et ensuite, il a fait que me décevoir alors que j'adorais ce coureur. Très bien. Et Titien, donc, transition, qui as-tu mis en quatrième position? Est-ce que tu te souviens, Poppy, de qui tu avais mis en premier sur les étoiles Bien filantes? sûr, et je l'ai mis un peu plus haut dans ce classement-là. Ah, moi, il est là, en quatrième position, Marc Ok. Hirschi. Parce que, en fait, je trouve plus que c'est une Un déception, espoir un espoir déchu. déchu qu'une étoile filante, en fait. Ouais. Parce qu'il continue à être là, Marc Hirschi. Et il continue ça continue. Il me fait C'est toujours un rêver, bon hein, coup. C'est à chaque fois. c'est un bon coureur, mais versus ce qu'il a fait en 2020, cette campagne, enfin, en fait, cet été 2020 qu'a vécu Marc Hirschi avec cette victoire d'étape sur le Tour de France, c'est là qu'il remporte la Flèche Wallonne en 2020, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, c'est avec Alaphilippe, c'est le seul qui peut suivre Alaphilippe sur Liège-Bastogne-Liège. Oui. À la fin, Hirschi, regret éternel parce que sans cet écart d'Alaphilippe, à mon avis, voilà, ça pouvait gagner ce Liège-Bastogne-Liège. Au final, Complètement. il finit deuxième derrière Roglic, mais parce qu'il a été gêné dans son sprint. Mais à mon avis, moi, si le sprint s'était déroulé correctement, Il aurait il y gagné. avait de bonnes chances de gagner, quoi. C'est pour ça qu'elle a fait plus bloc la porte Donc, d'ailleurs, hein. C'est parce qu'il le sent ouais, non, revenir, non, hein. mais je sais C'est pas, il juste fait pour troisième. sécuriser ton classement.
Il fait troisième des mondiaux, donc moi je me dis, enfin, et en plus c'était la Sunweb 2020, donc Mm. Sunweb 2020 c'était la folie, hein, puisque bah, Giro, Jay Hindley qui fait deuxième, Kelderman troisième, enfin voilà, à cette époque-là ils étaient inarrêtables, les Sunweb, il y avait Matthews dans l'équipe aussi, je crois, donc voilà, c'était vraiment la grande Sunweb, vu ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est un peu triste. Mais non, Mark Hirschi c'était parti, et puis là, à l'intersaison 2020-2021. Surprise, on apprend ce transfert de dernière minute chez UAE Emirates. Encore une Mm. fois, qui a dû aligner tellement d'argent que DSM n'a pas pu Sunweb, pardon, et DSM qui devenait DSM n'a pas pu s'aligner. Donc Mark Hirschi, il a un début de saison complètement raté, hein, avec l'équipe UAE, sûrement à cause de ce transfert. Il fait des accessites, mais rien de fou en fait. Et vraiment, c'est en fin de saison qu'il va se réveiller en terminant deuxième du Tour du Luxembourg où il aura cherché une étape, sixième du championnat d'Europe. Mais voilà, il n'y aura pas grand-chose. Et depuis, il n'y a pas grand-chose. Alors oui, il y a des victoires pour Marc Hirschi, hein. En 2022, il y a 3-4 semi-classiques italiennes. 2023, c'est pareil, hein, il y a des victoires. Il y a le Tour du Luxembourg notamment. Il est souvent Mais placé, jamais gagnant, quoi. voilà, en fait, il y a des victoires pour Marc Hirschi. C'est pas sur les grandes courses. Et quand il est sur les grandes courses, il est placé. Mais où est le Mark Hirschi qui était ce puncher roi qui suivait parce qu'à la Philippe, quand il le suit, c'est à la Philippe 2020, c'est à la Philippe Prime de chez Prime, quoi. Il était trop trop fort. Et Hirschi, c'était un niveau de fou. Alors il y a cette année 2024 où Mark Hirschi retrouve un niveau incroyable et il y a beaucoup de victoires, je suis d'accord. Il gagne la Bretagne classique, il gagne Saint-Sébastien, voilà. Et j'ai envie de dire qu'il y avait des espoirs qui reviennent, mais encore une fois, sur les monuments, sur Deuxième les Amstel mondiaux, aussi. il est là, mais il n'est pas parmi les 3-4 plus forts. Donc voilà, et puis cette année, j'en parle pas, hein, cette année 2025 avec ce changement d'équipe, bon, année complètement ratée pour Marc Hirschi qui Ouais. remporte son premier jour de course. Et ensuite, on le voit plus de l'année. Donc voilà, encore une fois, Marc Hirschi, c'est pas devenu un no-name, c'est pas une étoile filante, mais par contre, clairement, c'est une déception de voir ce que jamais en 2020, quand il fait sa saison 2020, je me dis, Ouais. ça va être ça la suite de ses carrières. C'est tellement trop fort, il arrive tel, mais sur le Tour de France, quand il gagne, mais enfin, il met à mal tous ses adversaires, il est trop fort. Et du coup, voir ce qu'il est devenu aujourd'hui, un coureur de coups qui brille sur des courses de seconde zone, mais qui galère face aux meilleurs sur des monuments, bah voilà, ça me rend un peu triste. Puis Titien, je le rajoute aussi à Marc Hirschi, je vais en parler maintenant parce que je l'ai mis au-dessus en troisième, mais il y a aussi avant l'année où il débarque en 2019 en pro, il est champion du monde espoir et champion d'Europe aussi, hein. Il explose tout et ouais, cette année 2020, elle est complètement folle et on se dit jamais que Hirschi, va y avoir un déclin, pardon. Et en 2020 aussi, non, il y a une année où il fait deuxième. L'étape où Alaphilippe prend le maillot jaune en sprintant, là, je crois que c'est Marc Hirschi qui est derrière, hein, et qui finit deuxième. Mais je n'ai plus l'année, je crois que c'est 2021 justement. Euh, mais ouais, c'est vraiment, quand tu montes les images d'Hirschi 2020, tu t'attends vraiment à voir un petit peu un gars à la Fuglsang, tu vois, à retrouver cette rivalité à la Philippe Fuglsang qu'on avait pu avoir avant, parce que c'est vraiment un coureur qui, enfin voilà, sur les championnats du monde 2020, c'est sa deuxième année dans le peloton professionnel. Et le gars, il est avec qui? Il est avec Roglic, Kwiatkowski, Alaphilippe. Il y a du Fuglsang. Il me semble qu'il y a Van Aert qui est là aussi. Enfin, tous les gros noms de l'époque, quoi. Et lui, il est là en plein milieu et il répond carrément présent, quoi. Donc, et puis derrière, voilà, plus rien d'un coup. Je suis d'accord avec toi, Titien. Vraiment, pour moi, c'est l'espoir déchu un peu par excellence en termes de performance, Marc Hirschi. Donc ouais, quatrième, je ne peux qu'acquiescer. Bah, moi, il me semble que c'était en 2020 qu'il fait deuxième contre Alaphilippe sur le Tour de France, mais justement cette année 2020 qui est super spéciale pour tous les coureurs. Et moi, Mm. j'ai l'impression actuellement, en fait, il se réveille plutôt à la fin de l'année après le Tour. En 2024, moi, il m'avait donné tellement d'espoir. Il a gagné tellement de courses de suite, ce mec. Et finalement, il n'y a plus rien sur les courses qui comptent. Enfin, la Bretagne classique, c'est une très belle course, mais par rapport à ce qu'il donnait, enfin, tu regardes la fiche de résultats en 2020, c'est du grand n'importe quoi. Et cette année, bah, c'est un massacre, quoi. Mais Ouais. moi, il est pas très loin non plus. Non, mais clairement, Marc Hirschi, voilà. Si jamais vous êtes nostalgique, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Faut pas hésiter là-dessus. Moi, en quatrième, j'ai mis un coureur vous avez entendu parler sur Radio Fringale. J'ai mis Edvald Boasson Hagen. Est-ce que tu l'as mis plus haut, Titien?
évidemment. Bien sûr, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, je vais en faire quelques lignes, mais voilà, Boasson-Hagen, un coureur qui amène d'énormes résultats, l'Eneco Tour, Gand-Wevelgem, etc. Et derrière, voilà, on s'attend vraiment à avoir un crack. Ticia nous le racontera juste après, vous l'avez déjà entendu, mais et derrière, finalement, euh, ils sont où les résultats? Il est où le palmarès qu'on lui attend à Elval Boasson-Hagen? Il n'y aura jamais eu ce coureur qui, franchement, c'est un coureur hybride, quoi, capable de tout faire et tu attends vraiment à le voir aux avant-postes sur les grosses courses du circuit. Et derrière, finalement, il n'y aura jamais eu la confirmation, mais Ticia nous en parlera juste après. Passons au podium, messieurs, parce qu'on y arrive sur ce podium. Qui nous as-tu mis en troisième, Loïc? Moi, j'ai mis Miguel Angel Lopez, qui a eu aussi des histoires de dopage sur ces dernières années, qui a complètement disparu après son départ de Astana, qui était extrêmement fort sur la Vuelta et qui a gagné une étape sur le Tour en 2020. Et cette année, il court plus. Il a plus le droit de courir depuis 2023 parce qu'il a été condamné pour dopage. Sur la Vuelta à Colombia en 2023, il me semble qu'il gagne toutes les étapes, par exemple. Il s'est fait un peu mettre à la porte. C'était quand même un très gros espoir du cyclisme colombien. Un peu un post-Quintana qui pouvait briller en classement général. Et puis finalement, il n'y a plus rien, ça fait pchit. Et puis, il est nulle part, quoi. Donc, moi, je le mets troisième. Je ne l'ai pas forcément mis, Miguel Angel Lopez. Est-ce que tu l'as mis, toi, Titien? Alors, je l'ai pas mis, Hmm. mais bon, j'aimais pas ce coureur. Ouais. Et puis bon, Il donnait pas beaucoup de sympathie. les coups de poing aux spectateurs. Non, mais Lopez, surtout le fait qui m'a toujours le plus. C'est quoi? C'est la Vuelta 2021 où il fait un rage kit là, il se barre de la Vuelta sur l'avant-avant-dernière Oui, étape oui. parce que Ouais, il se il est barre, ouais. piégé Oui, oui, là. il se barre. C'est un truc de fou ça. C'est un truc de fou quand même. Le mec est dans les 5 premiers au général et il se barre parce qu'il s'est fait piéger quoi. Non mais ouais, bon bref. Mais écoute, oui, oui, bah clairement. Et surtout que lui, il était vraiment sur le haut de la vague et puis d'un coup, il est retombé d'un coup quoi. Bon, pour des problèmes autres que Dans, sportifs, dans- Oui. mais ouais, ouais. Enfin, Mm. il n'y a pas eu de déclin lent ou c'est vraiment d'un coup, c'est tombé quoi. Donc bon. Mais écoute, est-ce qu'on en peut-être qu'un jour il reviendra parce que c'est pas, enfin, Sa carrière n'est pas finie. c'est Je pas une pense pas, non. Je, ah, je pense qu'il on sait reviendra pas jamais en avec ce Europe, genre hein. de mec, hein. Mais sa suspension, je sais pas combien, peut-être, il lui reste 2 3 ans, je crois. Mais tu sais, il aura 32 ans. Pas dit qu'ils se disent que c'est pas une bonne idée de revenir, hein. On a des mecs comme Ricardo Rico à un moment qui avait fait des retours, hein, donc bon, on n'est pas à l'abri. Nous verrons bien. Nous verrons bien pour Miguel Angel Lopez, donc troisième chez toi, Loïc. Tissia, qui nous as-tu mis en troisième position? Alors, je pense que tout le monde va pas être d'accord avec moi. Attention. Dites-moi dans les commentaires. Moi, j'ai mis Damiano Cunego Ah, en purée. troisième position. T'es dur, Alors, je Titien. sais, je suis dur, mais pour avoir vécu ce Giro 2004, c'était une telle Ouais, bah folie. oui. Il était trop fort, Cunego. En fait, je sais je sais qu'il y a 3 tours de Lombardie, mais c'est pas suffisant pour moi. Je m'attendais pas à ça. Quand tu prends la saison 2004 de Cunego, tu peux pas te dire que derrière son palmarès, ce sera encore juste 2 tours de Lombardie supplémentaires. Et bon, il y a une Amstel Gold Race et tout, mais en 2004, Cunego, il est trop, trop fort. Enfin, donc il remporte ce Giro. On en a déjà parlé dans Radio Fringale, notamment si vous allez voir notre émission sur les rivalités du siècle. Mais Cunego, il remporte ce Giro au nez à la barbe de Gilberto Simoni en remportant 4 étapes quand même de ce Giro. Cunego, c'était un style très très proche de celui d'Alejandro Valverde que sûrement tout le monde connaît, c'est-à-dire le puncher grimpeur, quoi. Le mec très très fort dans l'école et si tu l'emmenais jusqu'à 300 mètres, il avait un punch assez dévastateur. Donc il remporte ce Giro 2004. Sur la Vuelta derrière, il n'est pas trop présent, mais il revient en fin de saison. Il est 9e des championnats du monde et il remporte le Tour de Lombardie. Voilà, Damiano Cunego, sa première saison vraiment
au top niveau, il fait ça. Alors que franchement, on l'attendait pas du tout à un pareil niveau. Alors, il avait fait le Giro d'Italia 2003 avant, mais il avait rien fait. Grosso modo, la saison de Cunego en 2003, il y a rien du tout, si ce n'est voilà, il remporte le Tour du lac Qinghai en Chine en 2003. Comment on pouvait se dire que ce mec, un an après, allait remporter le Giro? Et donc, il le remporte, mais de manière impressionnante. Il écrase le Giro. Il remporte le Tour de Lombardie en 2004. Et ensuite, bah déjà, l'année d'après, patatras, il est annoncé du coup sur le Giro comme le grand favori à sa propre succession. Il va complètement exploser. Il finira 18e de ce Giro. En fait, en 2005, il va enchaîner les accessites. Le Lombardie, il fait 29e. Alors voilà, vraiment, Damiano Cunego 2005, ça ressemble pas du tout à Damiano Cunego 2004. En 2006, Cunego, il essaye encore de revenir, mais c'est pareil, il est toujours décevant. Il remporte un peu à la Marc Hirschi, il va remporter en fait pas mal de courses un peu secondaires, la Coppi Bartali, le Grand Prix Industria, mais tu vois, sur Liège, il est troisième. Sur le Giro, il revient, mais il est que quatrième. Il est battu par Frank Schleck sur cette étape de l'Alpe d'Huez sur le Tour de France en 2006, même s'il remporte le maillot blanc. Mais il confirmera jamais en fait les attentes qu'il y a eu Damiano Cunego. Même en 2008, j'ai souvenir de Cunego, je crois qu'il remporte la Gold Race, mais franchement, elles sont pas. Alors effectivement, il y a ces deux Tours de Lombardie 2007 et 2008. Le Tour de Lombardie, allez, et j'adore. Enfin, c'est une magnifique course, le Tour de Lombardie, pleine de charme, pleine de romantisme. Mais à l'époque des années 2000, c'est vraiment la course de fin de saison où t'as que les Italiens. Voilà, le peloton international, il n'est pas habitué à aller sur cette course. Elle est même pas retransmise en clair. Voilà, fallait avoir des abonnements comme Eurosport pour la regarder. Donc, il remporte ses deux Tours de Lombardie, mais franchement, en 2008, je crois qu'en 2008, il tape qui sur le Tour de Lombardie? Janez Brajkovic et Rigoberto Urán. J'ai rien contre ces deux coureurs, hein. Mais à l'époque, sur les classiques, c'était pas non plus des énormes cracks des classiques. Et si tu regardes le top 10, c'est pas fou non plus. En 2007, alors en 2007, c'est mieux. C'est une belle victoire. Il bat Ricardo Rico, Sanchez, Andy Schleck. Donc là, il y avait du monde. Du gros monde, ouais. Mais voilà, Cunego, il revient ensuite en 2011 avec l'objectif de cette fois-ci faire un podium du Tour. Il sera là, mais il finit quoi en 2011? C'est l'année Thomas Vauclair. Et voilà, Cunego, il finit 6e du Tour de France, mais toujours un petit peu limite. Et finalement, voilà, année après année, il va continuer à décliner Damiano Cunego. Et voilà, il y aura pas grand-chose, si ce n'est les deux victoires supplémentaires au Lombardia qui viendront apporter du crédit à cette année 2004 qui paraît un peu finalement comme un ovni dans la carrière de l'Italien qui a plutôt été un mec de coup avec ces deux Lombardies supplémentaires. Mais en fait, moi, j'attendais autre chose. Cunego, pour moi, c'était limite, quand j'étais petit, c'était encore supérieur à Valverde et à un autre coureur dont je vais encore parler après, mais c'était supérieur. Il aurait dû, Damiano Cunego aurait dû au moins avoir la carrière d'Alejandro Valverde ou pas loin, et il en est très très loin. Il n'y a pas de Liège-Bastogne-Liège, il n'y a pas de Milan-San Remo, voilà. Et il n'y a pas d'autres grands tours, et il n'y a même pas d'autres grands tours réussis que ce Giro 2004. Donc après, je sais que Cunego, voilà, c'est un bon palmarès, mais versus ce que j'en attendais et ce qui a été produit à la fin, c'est une déception de carrière pour moi, Damiano Cunego. Très bien. Eh bien, Eh bien, écoute, t'es très dur, Titien. je Je te suis trouve, dur, ouais, mais je le trouve un peu dur, mais en même temps, je peux comprendre parce que c'est vrai que ce Tour 2004, il a quel âge au Tour 2004? Il a 23 ans, non? Un truc comme ça? ouais, ouais, il est très. Enfin, Mais je suis c'est. dur, mais imaginez aujourd'hui, et encore, je prends le cas enfin, imaginez Isaac Del Toro, le reste de sa carrière, c'est un ou deux monuments, et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de grand. Enfin, vous direz que c'est par rapport aux attentes, c'est pas. Enfin, Del Toro, demain, Ouais, on mais s'attend oui. à ce qu'il gagne tout, quoi. Donc, je peux être dur, Oui. mais en fait, faut prendre l'attente de base, et enfin, Eh ouais. Cunego, le Giro qui remporte, il se baladait en montagne face à Simoni, qui était un grimpeur italien bien dopé à l'EPO. Ben, voilà. Non, mais c'est un beau palmarès, mais quand on fait un truc comme ça, derrière, c'est fou que Non, c'est il sûr. y ait eu si peu, quoi. Et peut-être C'est que je suis sûr. dur, mais je l'aimais beaucoup et j'ai été très déçu de son palmarès à la fin de sa carrière. Ouais, c'est le fait de l'avoir vécu aussi qui influe beaucoup, mais Oui, c'est oui, normal oui, en même temps. sûrement. C'est vrai que si on se met à la place maintenant où on voit Del Toro qui gagnerait le Giro cette année avec une facilité déconcertante et que derrière, bah, d'un coup, t'as plus rien à part quelques victoires au Lombardie et sur l'Amstel. Ouais, c'est clair que par rapport aux Ouais, attentes ça qu'il y a. paraît, tu te dirais waouh, quand même, je m'attends pas. Demain, si aujourd'hui on se projette sur Isaac Del Toro, on se dit qu'il va gagner plusieurs grands tours, qu'il va gagner des monuments. Hmm. Enfin, moi, je me dis ça en tout cas. Non, mais clairement.
Imaginez Pogacar en 2019 en 2020 pardon, qui ensuite ne gagne plus Oui, rien. ça aurait été, Voilà, enfin, voilà, bon, et ça aurait été inimaginable qu'il enchaîne pas, voilà. complètement. Surtout qu'en 2004, en plus, Cunego, il remporte Lombardie aussi, donc il confirmait Bah ouais, vraiment. non, mais c'était une saison de fou furieux. Je suis d'accord. Premier mondial. En plus, ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que voilà, il a failli rentrer dans mon top 10. Il y a été à un moment donné, mais après, je l'ai enlevé. Mais clairement, Cunego, il a été dans la discussion, mais pas aussi haut. Mais je suis d'accord et je comprends tes arguments, Titien. Du coup, en troisième, moi, j'avais mis Marc Hirschi. Donc voilà, on va pas revenir sur Marc Hirschi, le coureur suisse. Vous le connaissez, on en a déjà beaucoup parlé. On va pas forcément revenir dessus. On va passer tout de suite au top 2. Messieurs, est-ce qu'il y a des surprises dans votre top 2 ou est-ce que c'est voilà, c'est unanime pour vous? Ça a été assez facile comme choix. Est-ce que ça va faire débat? On va tout de suite voir. Loïc, qui nous as-tu mis en deuxième position? Bon, on en a déjà parlé, donc ça va être Marc Hirschi, donc c'est assez Ok, rapide parce que c'est plus il est pour là. pour les espoirs à chaque fois, à chaque saison. Donc moi, il est deuxième. Ok, ça Mm. s'entend. Donc finalement, on est en 4-3-2 pour Marc Hirschi. Titien, en deuxième position, qu'est-ce que tu nous as mis? Est-ce que il est là? Non, elle est pas Ah! là. Bah, comment vous dire? À l'époque, donc je parle de Cuné. En fait, il y avait trois gars qui étaient annoncés comme les cracks dans ces débuts des années 2000, vers 2003-2004. Il y avait Valverde, il y avait Cunego, il y avait un troisième gars, mais alors que, à mon avis, vous n'avez pas vu courir, ça s'appelait Yaroslav Popovic. Je sais Popovic, pas ouais. si ce J'ai nom vu vous le nom, ouais. parle. J'ai vu le nom, Il est ouais. surtout Oui, oui, ça connu me parle, aujourd'hui ouais. comme un des lieutenants de Lance Armstrong, mais Yaroslav Popovic, ça, enfin, il devait tout écraser. Chez les jeunes, il a tout gagné. Yaroslav Popovic, il a tout gagné chez les jeunes. Et vraiment, on annonçait enfin, on annonçait dans leur carrière des batailles à trois entre Popovic, Cunego et Valverde. Et finalement, bah, c'est celui des trois qui a le moins bien réussi. Il est champion du monde espoir en 2001. Il a 17 victoires en 2001, hein, et le Tour du Val d'Aoste notamment, qui était bah voilà, preuve majeure pour les espoirs. Il remporte Paris-Roubaix Espoir en 2001. Donc Popovic, il casse la baraque en 2001. Vraiment, il est très, très, très fort. En 2022, du coup, première année chez les professionnels, il est déjà à 22 ans. Alors, encore une fois, 22 ans à l'époque, c'est très jeune. C'est très, très, très jeune. C'est pas comme aujourd'hui. Et il est déjà 12e du Giro. Et vraiment, on se dit, Popovic, ça va être une star du vélo. Et en fait, bah voilà, ça se confirme. Dès le Tour d'Italie 2003, à 23 ans, il est troisième du Giro. Et l'année d'après, il est cinquième. Donc vraiment, Popo, il est pourtant, il est dans une équipe qui n'a rien à voir avec les grands tours. Il est chez Landvoux Credit. Grosso modo, c'est comme s'il était chez Top Sport Vlaanderen aujourd'hui, quoi. Donc vraiment, c'est des équipes que tu vois sur les courses belges. Il n'y avait pas de grimpeur dans cette équipe, mais lui, il brille vraiment. Il est très très fort. Et du coup, il est recruté fin 2004 par l'équipe Discovery Channel, donc ex-US Postal de Lance Armstrong, parce qu'Armstrong voit vraiment en lui un crack, son successeur sur les grands tours, Popovic. Il est excellent grimpeur, il est excellent rouleur, il est excellent partout, pavé, il est très très bon, il a gagné Paris-Roubaix Espoir. Donc voilà, Popovic, il est très très bon puncher aussi, et pareil, lui dans les bosses, il a un punch final qui lui permet d'aller glaner des succès. Donc voilà, Popovic est attendu en 2005 et il remporte d'ailleurs le Tour de Catalogne en 2005, donc il arrive très très fort. Sur le Tour de France 2005, eh ben, il est le meilleur équipier de Lance Armstrong en montagne. Il remporte le maillot blanc. Je crois qu'il finit 12e de ce Tour de France, Popovic, malgré tout le travail qui a été abattu. Donc voilà, non, non, vraiment, il est annoncé comme le futur, hein, de l'équipe Discovery Channel, d'autant que 2005, c'est l'année de la première retraite de Lance Armstrong. Donc Lance Armstrong quitte le cyclisme et Yaroslav Popovic bah voilà, devient le leader annoncé de cette équipe Discovery et adoubé par Lance Armstrong. Il est annoncé comme le successeur de Lance Armstrong en 2006, si ce n'est qu'on l'attend déjà du coup sur le Tour de France Popovic en 2006 et bah, ça va pas se passer très très bien. Dès la première étape de montagne, il explose complètement. Je crois qu'il perd, je sais plus, il perd 5 minutes et tous ses espoirs au général. Il rebondit le lendemain en allant chercher une victoire d'étape. Mais à la fin, le Tour de France, alors oui, il y a une victoire d'étape, mais il y a une 24e place au classement général. Et
Et on se dit: «Ah, ça va peut-être pas être si simple que ça pour Jaroslav Popovic» et effectivement, très, très vite, il va être dépassé puisqu'en 2007, c'est l'arrivée dans l'équipe, Discovery d'Alberto Contador qui remportera d'ailleurs ce Tour de France 2007 et Jaroslav Popovic va devenir, très, très rapidement, lui qui était le fidèle lieutenant d'Armstrong et va également devenir, voilà, un fidèle lieutenant à la Discovery Channel de Contador, de Lefheimer et par contre en tant qu'équipier, ce sera un des meilleurs équipiers du peloton, un des plus grands lieutenants, qui est eu Popovic. Il reviendra d'ailleurs dans l'équipe d'Armstrong à la Radio Shack quand celui-ci il revient en 2009 et 2010. Il n'aura pas quitté Armstrong, mais Popovic, il aura finalement sa dernière victoire, c'est déjà 2007. Il remporte une étape de Paris-Nice magnifique à Manosque en échappée, en résistant à un peloton. Et puis derrière, il aura quand même des résultats en tant qu'équipier hein, sur le Tour de France 2007. Il finit huitième. Voilà, il est super équipier de Contador, mais année après année, il gagnera plus et il va vraiment se transformer en simple équipier. C'était vraiment le mec qu'on a annoncé successeur de Lance Armstrong, qui a été recruté par Lance Armstrong pour être son successeur. Maillot blanc, qu'on annonçait pour tout casser. Et finalement, année après année, il a cessé de décevoir. Et aujourd'hui, il est plus considéré dans la mémoire des gens comme un vaillant équipier Popovic qu'un mec qui devait tout gagner. Mais à son début de carrière, c'était ça. Donc vraiment, typiquement un espoir déchu parce que voilà, je me souviens que le mec, Ernesto Colnago, là, qui a fondé la marque Colnago, il disait, mais lui, il va gagner le Tour de France, il va tout gagner. Et non, ça s'est jamais fait. Donc voilà, il méritait bien la deuxième place de mon classement. Je comprends. Mais Popovic, le nom est passé. J'avoue que voilà, c'est des années où forcément on était plus jeune. Enfin, en tout cas, moi j'étais un peu plus jeune, donc Ah oui, oui, là, j'ai pas c'est aussi pu beaucoup beaucoup parce suivre. que j'étais fan du coureur et j'ai fait que, voilà, quand tu fais que être déçu par un coureur, forcément, il monte dans ton classement. Ouais, bah, clairement, mais évidemment. Mais c'est vrai voilà, malheureusement, à 4 ans, j'étais pas encore en train de suivre le vélo à la maison, donc forcément, c'était un peu plus Moi, compliqué. j'étais à Mais peine né, donc c'était voilà. compliqué. Nous, malheureusement, on n'aura pas vécu ça, mais c'est clair que je pense quand tu vis, comme tu l'expliques, Titien, ça se ressent beaucoup que voilà, quand tu as un crack comme ça qui est attendu, qui est voulu, en plus avec le côté, voilà, l'équipe Lance Armstrong, avec la Discovery Channel, etc., et que derrière tout s'écroule, mais c'est clair que je comprends ton côté de l'avoir mis en deuxième position, mais clairement. Très bien, Titien. Eh bien, écoutez, moi, Et messieurs, en puis à deuxième toi. position, je sais pas comment vous allez le placer. En tout cas, je pense qu'il n'est pas dans votre top. Enfin, ça, c'est sûr qu'il n'est pas dans ton top. Loïc, je ne pense pas non plus. Mais moi, j'ai mis Fabio Aru ici. Ouais, j'ai Pff, pensé aussi. parce Ah, purée, que, je l'ai oublié. Ah, bien vu. Alors là, pas du tout ouais. pensé à Roux. Bah, Haru, parce que je l'ai vu. Ah bah Voilà, oui. pour le coup, là, j'ai vraiment dans le creux d'Haru. Je me souviens, en fait, Haru, quand il a la bataille sur son Giro avec Contador. Moi, je me souviens, je discutais avec un ami à moi qui me disait, ouais, il y a un gars sur le Giro, il est là, il est rivalité avec Contador, ça se tape et tout. C'est le futur crack du cyclisme italien. Et en fait, voilà, une contestation sur Alberto Contador en 2015, avec le contexte qu'il y a, tu as dit, tiens, avec justement Mikel Landa, etc. Et ensuite, eh ben, il y a ce tour, cette victoire au Tour d'Espagne derrière en 2015. Et il y a aussi ce maillot jaune sur le Tour de France. Et on se dit, ah, Fabio Aru, il est chez Astana, donc il y a la visibilité. C'est un mec qui répond présent, il est aux avant-postes, c'est super, c'est la fraîcheur. Et surtout, c'est un coureur italien qui est là. Donc on avait Nibali à l'époque qui était aussi présent, mais on se dit, voilà, quand Nibali va commencer à décliner, en fait, on aura Fabio Aru. Et en plus, ils étaient dans la même équipe, Aru et Nibali, à ce moment-là, puisque Nibali était chez Astana aussi. Et en fait, bah, Fabio Aru, il fait une saison 2016 un peu moyenne avec voilà, il y a pas vraiment de résultats en 2016, voire quasiment pas du tout. Il fait une étape sur le Critérium de Dauphiné et puis ça s'arrête là. En 2007, il est champion d'Italie sur route. Il s'impose, si je ne dis pas de. Il s'impose pas du tout. Il gagne sur le Tour de France, tout à fait. Et derrière, il fait quand même des résultats. Il est cinquième sur le Dauphiné. Il fait cinquième du Tour également. Il est justement porteur du maillot jaune également. Et en fait, derrière, bah, à partir de là, il n'y a plus rien sur Fabio Aru, quoi. Ensuite, c'est quoi? C'est dixième Tour de Pologne. Et derrière, il y a 2 années complètement blanches où il n'est pas du tout là. Et il revient chez Kubeka. Fabio Aru qui revient chez Kubeka Assos. On parle d'un mec qui a été maillot jaune, qui a gagné un grand tour, qui était considéré comme un égal à Nibali à un moment donné. Waouh, ça fait mal, quoi. Et ouais, Fabio Aru, moi, ça m'a marqué parce que c'est quand même un coureur, j'en ai entendu parler, en tant que
un coureur qui est deuxième du Giro et qui conteste des mecs comme Alberto Contador, comme Mikel Landa, etc. Mikel Landa qui a explosé aussi à ce moment-là et qui derrière va gagner une Vuelta, une Vuelta 2015. Donc c'est-à-dire que sur la même année, tu fais deuxième du Tour d'Italie, vainqueur de la Vuelta, et puis ensuite tu finis ta carrière chez Kubeka Assos 6 ans plus tard. Ouais, franchement, je m'y attendais pas du tout à celle-là. Je pensais que Fabio Aru valait mieux que ça, mais malheureusement, je pense qu'il y a vraiment voilà, ce côté. Lui, il a vraiment subi une énorme pression avec aussi voilà, beaucoup de doutes, beaucoup de soucis par rapport à cela. Et voilà, une méforme totale, une image aussi sur le Tour de France, je sais plus c'est quelle année, mais où voilà, tu le vois complètement fringale dans la pluie. Je crois que c'est sur une étape du Grand Colombier, mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais voilà, Fabio Aru qui était en perdition totale. Et voilà, c'est un mec qu'on attendait beaucoup mieux que ça. Et finalement, voilà, Fabio Aru aura une fin de carrière assez précoce. Et voilà, clairement, pour moi, c'est un espoir déchu total, Fabio Aru. Je l'attendais beaucoup, beaucoup plus que ça. Et je m'attendais même à ce qu'il ait voilà, une carrière similaire à Nibali, vraiment. Donc voilà pour mon deuxième. Messieurs, passons à un autre Ah non, top. mais Vas-y, Titien, ouais. juste, moi dire que je suis totalement d'accord, que j'ai complètement oublié, mais Ouais. on s'attendait à autre chose et magnifique Giro 2015 quand même, où il aura fait douter Ouais. Contador jusqu'au bout, c'était fou, hein, Fabio Aru. J'ai S'il gagne 2 aussi, étapes, il moi, revient, hein. ouais. Et le souvenir aussi, cette planche des belles filles, Ouais. cette planche des belles filles 2017 où ouais, moi aussi je me suis dit à ce moment-là, putain, mais il peut gagner le Tour de France, quoi. Enfin, il est trop trop fort et non, finalement ça ne l'aura pas fait. Mm. Ouais, Ça s'est un peu t'as bien écroulé. fait de le mentionner. Eh ben écoutez, Fabio Aru, Mm. il est là. Messieurs, on arrive sur le top 1. Est-ce qu'on aura les mêmes? Pas sûr, puisque voilà, Titien, si vous avez un peu fait le calcul, vous connaissez le numéro 1 à Titien. Mais on va d'abord commencer par le numéro 1 de Loïc. Loïc, qui a la première place de ton top 10 des espoirs déchus? Bah, moi, je pense que j'aurais enfin, je pense savoir qui a été mis pour Titien aussi. Moi, je vais mettre Egan Bernal en première position Ah, pour je l'ai moi, mis là même aussi. sachant, sachant que je pense que Titien va mettre vraiment quelqu'un d'autre. Mais après, je laisse la surprise. Bon, bah, je sais pas s'il y a Ouais, grand-chose à rajouter sur Egan Bernal. C'est quelqu'un qui gagne le Tour de France, qui gagne le Giro, qui gagne Paris-Nice, qui gagne oh le là Tour de là. Suisse, le Tour de Californie. Il explose vraiment sur le Tour de Californie, Mm. ce mec. Et puis en fait, c'est vraiment le coureur colombien qui est ultra sympathique, qui court pour Ineos. Euh, et il est vu comme le prochain Froome. Il a une montée en puissance un peu aussi un peu type Froomey. Et puis, il est vraiment exceptionnellement fort. On le voit gagner vraiment beaucoup de Tours de France. Et en fait, enfin, en 2020, je pense que tu pouvais. Enfin, tu disais que Bernal n'allait pas gagner 4 Tours de France, c'était bizarre. Enfin, tout le monde te regardait un peu bizarrement. Et puis en fait, il a, il se blesse en fait. Il a un accident avec un camion sur son vélo de chrono et il frôle la mort. Et puis en fait, depuis, malheureusement, il n'arrive pas à performer. Je pense que c'est quelqu'un qui, s'il avait été, enfin, sa blessure a permis, je pense, à Pogacar, à faire que l'ère Pogacar commence, mais ça aurait été magnifique de le voir se battre contre Pogacar et Vingegaard. Il est aussi un très gros poids, je pense, pour la Ineos actuellement, au vu de son salaire, parce que je pense que son salaire est énormissime, parce enfin, il avait été signé sur le long terme avec Ineos. Bah, cette année, il fait vraiment plus rien. C'est vraiment dommage. Enfin, l'année 2023, c'était très compliqué. Et puis, bah, 2024, 2025, il a plus un profil maintenant pour gagner des étapes. Il peut aller gagner quelques petites étapes sur la Vuelta. Cette année, il a montré un très beau niveau, mais c'était quelqu'un qui était parti pour gagner des grands tours. Et puis finalement, c'est coupé net à cause de sa blessure. Voilà. Je vais en rajouter parce que je l'ai mis aussi en 1 Egan Bernal, mais pour moi, c'est vraiment le plus gros talent qu'on ait eu et qui s'est arrêté brusquement, qui n'était pas son choix en plus. Voilà, tu l'as dit, hein, l'accident qui l'a complètement paralysé, où il a frôlé la mort. Mais voilà, c'est quand il explose sur le Tour de Californie en 2018, c'est déjà incroyable. Mais la vraie confirmation pour moi, c'est ce Tour de France 2019, où on a Geraint Thomas, vainqueur sortant du Tour, euh, qui revient pour essayer de remporter. Geraint Thomas est en méforme. Et en fait, Egan Bernal, dans les pentes de l'Isran, il faut se souvenir,
il est trop à l'aise, quoi. Genre, il est en balade dans les pentes de l'Isan, quoi. Un des cols les plus difficiles du Tour de France, il est en balade là-dedans. Il y en a plein qui ont dit, ouais, mais attendez, si Alaphilippe avait fait la descente, si l'étape, elle avait pas été coupée. Mais en fait, le lendemain, il aurait mis la même chose. Il était trop à l'aise, trop frais. Il a super bien géré son Tour de France, alors que le gars, en 2019, il a quoi, Egan Bernal, il a 22 ans. Il gère super bien son Tour de France à ce moment-là. Et franchement, enfin, faut s'imaginer ce que ça aurait pu être. Il gagne le Tour d'Italie 2 ans plus tard, en 2021, également. Mais en fait, Egan Bernal, vous imaginez ce qu'on aurait pu avoir? Genre la bataille Egan Bernal, Tadej Pogacar sur un Tour de France, ça aurait été exceptionnel pour moi. C'est vraiment c'est vraiment le plus gros talent gâché de ces dernières années, de ces 20 dernières années, parce que c'est un mec, franchement, on parle d'un gars qui aurait pu gagner. Il aurait pu gagner la Vuelta, ça, il n'y a vraiment pas de doute à avoir. Mais il aurait pu gagner plusieurs fois le Tour de France, plusieurs fois le Giro. Enfin, c'est un gars, on lui attendait un palmarès long comme le bras, quoi, sur les grands tours. Et tout s'est arrêté tellement brusquement et tellement. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas pu du tout maîtriser. Et c'est horrible de se dire que la carrière de Egan Bernal, elle a basculé comme ça. C'est-à-dire qu'un mec aujourd'hui qui se met à suivre le vélo et qui suit les courses de la saison et qui voit Egan Bernal, il va se dire bah putain, ce gars-là, ouais, c'est un coureur milieu de peloton, quoi, genre, et encore. Alors qu'Egan Bernal, c'était un coureur top peloton, quoi, 2019. Ouah, le Tour de France qu'il fait, enfin, c'est fou à 22 ans d'avoir une telle maturité de course alors qu'il y a une pression, t'es là, il y a Alaphilippe qui est toujours maillot jaune, t'as Thibaut Pinot qui est toujours là, mais dans le Prat d'Albi, souvenez-vous, Egan Bernal, il est lâché par Thibaut Pinot. Et Thibaut Pinot, certes, est plus fort à ce moment-là, mais Egan Bernal, surtout, il gère super bien sa course. Enfin, c'est hallucinant. Il est hallucinant de facilité, de maturité, alors qu'il a que 22 ans. Et franchement, ouais, pour moi, c'est ouf de se dire que voilà, Egan Bernal, malheureusement, bah, il y aura très certainement plus de grands tours et une carrière qui s'est arrêtée beaucoup trop tôt. Voilà, il revient quand même bien, très bien par rapport à ce qu'il a vécu, mais franchement, ouais, on pouvait s'attendre à vraiment peut-être même le plus gros palmarès de la Sky sur les grands tours devant Chris Froome. Franchement, j'ai très peu de doutes à affirmer qu'il aurait eu un meilleur palmarès que Chris Froome sur les grands tours. Titien, si tu veux dire un petit mot sur notre comparse. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, je l'ai pas mis parce que pour le coup, c'est vraiment pas de son fait, quoi. C'est vraiment voilà, c'est une blessure malheureuse, mais on ne saura jamais en fait. Donc, mais effectivement, Oui, c'est bien triste parce que tu vois, certes, j'étais dégoûté pour Thibaut Pinot en 2019, mais t'es quand même content pour Bernal qui était un magnifique grimpeur. Tu te disais waouh, quand même, c'est beau, le mec débarque sur le Tour de France et gagne. Donc, ouais, c'est très très dur. il fait en un an ce qu'Quintana n'a pas réussi à faire en 7 ans. C'est quand même fou. Exactement. C'est fou, c'est complètement Ouais, fou. Ah, la bonne Quintana n'a page. pas fini sa carrière, mais bon. Ouais, mais bon, Quintana. Titien, du coup, ton premier, j'imagine que c'est Tiens, un nom de ouais. famille en 2 mots. Oui, bah Edvald Boasson-Hagen. Alors, je vais pas en dire trop parce que en fait, si vous voulez ça, si vous voulez entendre parler d'Edvald Boasson-Hagen, allez voir, écouter notre premier numéro de notre nouvelle série, donc Fringalker. Mais Edvald Boasson-Hagen, c'est pour moi l'archétype. Enfin, j'ai pas hésité en le mettant en numéro un parce que Edvald Boasson-Hagen, c'est quoi? C'est 80, pas loin de 90 victoires, dont 65 à 70 victoires sur les 90 qui sont gagnées entre 2007 et 2012, quoi. Donc, et quand je dis entre 2007 et 2012, 2007, enfin 2007-2008, il gagne pas mal de victoires, mais il est encore pas du tout sur les grandes courses professionnelles. 2009, il arrive. Enfin, Boasson-Hagen, il est annoncé comme un crack. Il gagne 3 étapes sur le Tour de l'Avenir 2006. En fait, je veux pas répéter tout ce que j'ai dit dans le Fringalker, sinon les gens iront pas écouter, mais il a eu un début de carrière phénoménal. C'est comme si là, franchement, Boasson-Hagen et Mathieu Brennan, c'était des profils qui se ressemblaient beaucoup. Et c'est comme si dans 2 ans, Mathieu Brennan, déjà, il gagnait plus rien. Il déclinait, il gagnait 1 ou 2 courses dans l'année mineure. Bah voilà, Boasson-Hagen, c'était vraiment le mec. Et je le dis dans l'émission, quand on jouait à Pro Cycling Manager à l'époque et qu'on faisait évoluer Boasson-Hagen à partir de 2010, 2012, etc.,
Il avait 82 montagnes, 82 sprints, 82 pavés. Il était trop fort partout. Il savait tout faire. C'est lui qui a initié cette génération de coureurs qui savaient tout faire et qui a ensuite été surclassé par Peter Sagan. Mais c'était un magnifique coureur, Edvald Boasson-Hagen, d'une puissance folle. Vraiment, il brillait partout, il gagnait tout. Il gagne une étape sur le Giro en échappé dès son premier Giro, enfin un grand Wevelgem alors qu'il est tout jeune. Il gagne sur le Tour en 2011, mais sur des profils tellement différents qu'une étape au sprint massif, la 6e étape du Tour, et puis ensuite il gagne la 17e étape du Tour en moyenne montagne à Pinerolo en lâchant tous les grimpeurs qui sont dans le groupe avec lui. Voilà, c'était une folie de Boasson-Hagen, c'était une puissance sur le vélo tellement folle. Et c'est pas normal le palmarès qu'il a aujourd'hui, et que tout son palmarès se soit joué sur ses plus jeunes années, de ses 20 à ses 24 ans, et que derrière, il n'y a plus rien eu. C'est pour moi l'évolution de carrière la plus bizarre d'un coureur. C'est cette perte de niveau, elle est très très difficile à comprendre, et moi je l'adorais, donc c'était très très dur à accepter de le voir si faible sur des courses, de le voir sur des Paris-Roubaix lâché alors qu'il restait encore 30 coureurs dans les pelotons, alors que c'était censé pour moi être le meilleur coureur du monde, celui qui allait remporter plusieurs Milan-San Remo, Paris-Roubaix, enfin, et j'en passe, et même des courses par étape d'une semaine, et il n'y a rien eu de tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un espoir déchu, Edvald Boasson-Hagen, et c'est une évolution de carrière incompréhensible. Mais c'est pour ça aujourd'hui, encore une fois, que ce coureur, il a un peu encore, enfin, il y a eu autant de monde qui l'aimait, c'est parce que vraiment tout le monde a vite accroché. Et ensuite, voilà, ce côté un peu humain, ce côté en difficulté de Boasson-Hagen, je pense que ça a pas mal me toucher. Mais voilà, allez voir cet épisode de Fringues à le cœur qu'on a sorti il y a quelques semaines, parce que c'est une évolution de carrière assez phénoménale. Foncez, ouais, si vous voulez redécouvrir Edvald Boasson-Hagen ou simplement découvrir plus en détail ce coureur, il y a un super épisode, donc Fringues à le cœur, Titien l'a dit, animé avec Nico et Titien justement, très 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 intéressant et qui nous replonge bien dans ce qu'était Edvald Boasson-Hagen et ce qu'il aurait dû être. Et finalement, voilà, pas de confirmation pour Edvald, en tout cas pas au niveau attendu. Messieurs, ça nous fait un super top 10, franchement, assez varié. Voilà, normalement, vous devez l'avoir à l'écran. Un de plus. Voilà, tout à fait. Vous l'avez à l'écran pour ceux qui veulent un peu se replonger, parce qu'on a fait quand même une émission d'assez longue durée. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le classement, à revenir sur les coureurs que vous avez oubliés ou non. N'hésitez pas à nous parler des sports déchus qu'on aurait pu oublier dans la liste, hein. Évidemment, il y en a qu'on a peut-être pas cités, ou certains qui vous ont plus marqué que d'autres. Voilà, faut pas hésiter à nous le faire part. On lit tous vos commentaires et ça nous fait vraiment plaisir. Et surtout, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à nous suivre sur les réseaux, Instagram, notamment avec le super travail de la rédac toujours qui nous garantit voilà, des très beaux récits et des très belles animations avec notamment quelques déclats de coureurs, par exemple, qu'on peut suivre en ce moment. Messieurs, je vous Merci. souhaite une bonne soirée, Merci Poki, car nous sommes le soir. d'avoir animé cette émission. Avec grand plaisir. Oui, avec merci grand beaucoup. plaisir. C'était super. Prenez soin de vous, Titien. Remets-toi bien. Hein, Ouais, voilà, reviens-nous en arrive, forme. faut se remettre en forme parce que on a un gros programme de janvier qui arrive, quoi. Donc la saison va reprendre et il va falloir vraiment être au taquet. Et totalement. Et puis toi, Loïc, eh ben, n'hésite pas à faire des très longues sorties à vélo surtout, mais pense toujours à t'alimenter, Loïc, parce que tu sais, la fringale Bah oui. guette. Oui. Et ça, il faut pas Aïe, aïe, l'oublier. aïe. La fringale guette. Attention. Attention. Faudrait que je le mette sur mon vélo en fait. Il faut que je mette Tu un te le gros mets, voilà. sticker et puis je vous l'enverrai. Et puis je vous dirai, bon, il faut manger les gars. Stickers obligatoires sur les vélos des coureurs aussi. Si vous pouvez le mettre, au lieu de mettre les profils d'école, c'est bon, on s'en fout, hein. Mettez la fringale guette, c'est important. Messieurs, passez une bonne soirée, prenez soin de vous. Des bisous à tout le monde et aux auditeurs et aux auditrices. Ciao, ciao, et à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, des bisous. Et allez Romain Bardet.